Pendant que mon père se mourait, mon mari a préféré partir en voyage avec sa famille. J'ai coupé les ponts. 2 mois plus tard, son père est aux urgences et il ose m'appeler à l'aide. Je lui ai ri au nez en lui disant de ne même pas y rêver. Dès cet instant, la douleur ne venait plus de la séparation, mais de la prise de conscience que je n'avais jamais été considéré comme faisant partie d'une famille, jusqu'au jour où mon père ferma les yeux pour toujours. Je n'ai pas compris que le plus terrifiant n'est pas la mort, mais le moment où la personne que tu appelles ton mari continue de sourire sur ses photos de vacances, tandis que toi, tu es à genoux, signant un certificat de décès. Et c'est à partir de ce jour que je me suis promise que s'il ne restait plus personne de mon côté, je serais moi-même celle qui exigerait justice pour ma propre vie. Je m'appelle Cécile et j'ai 33 ans. Durant mes 7 ans de mariage, j'ai toujours cru que si j'endurais un peu plus, si je cédais un peu plus, la famille vivrait en paix. Mais il s'avère que plus tu transiges, plus on tient ton sacrifice pour acquis. Cette nuit-là, le couloir de l'hôpital universitaire La Paz à Madrid semblait interminable, la lumière blanche se reflétant sur les dalles froides du sol. J'étais assise, immobile, sur une chaise en plastique devant l'unité de soins intensifs, serrant des 2 mains le certificat médical de décès que le docteur venait de me remettre. Mon père était parti. Il est décédé à 3h15 du matin. Il est parti tandis que sa main serrait encore fort la mienne, comme s'il voulait me dire quelque chose pour lequel il n'avait plus la force. Je baissai la tête. Le téléphone portable que j'avais en main vibra. Je regardai l'écran. Ce n'était ni un appel de mon mari, ni un message pour demander comment nous allions. C'était une notification des réseaux sociaux. Ma belle-mère venait de publier une nouvelle photo. J'ouvris l'image prise devant une plage à Tenerife. Mon mari, Rémi, était au centre avec un bras sur les épaules de sa mère et l'autre tenant notre fils. Mon beau-père, Antoine, et ma belle-sœur, Béatrice, étaient sur les côtés, tous souriant radieusement. La légende disait à peine quelques mots, la famille est l'endroit le plus heureux. Plus de 300 likes. Des dizaines de commentaires de félicitations. Quelqu'un avait même écrit, « Quelle famille unie, ça donne envie de vous voir ». Je regardai la photo longtemps et le coin de mes lèvres se souleva légèrement. Ce n'était pas un sourire, c'était de l'amertume pure. À ce moment, le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message vocal de ma belle-mère, Carole. Je l'ouvris et son ton était aussi joyeux que si de rien n'était. « Cécile, occupe-toi des affaires de ta famille. D'accord ? Ah, et il reste quelques filets de porc au réfrigérateur. N'oublie pas de les cuisiner pour qu'ils ne se gâtent pas, ce serait dommage. » J'éteignis l'écran en silence, sans répondre un seul mot. Si c'était avant, je me serais probablement excusé de ne pas avoir répondu à temps, mais maintenant je n'avais plus envie de rien dire. Une infirmière passa et, me voyant assise et immobile, me demanda à voix basse, « Pardon, vos proches ne sont pas encore arrivés ?» Je serrai les lèvres. « Non. » « Et votre mari ?» Je regardai le certificat de décès. « Il est occupé. » La jeune femme me regarda avec une profonde compassion. Elle fit un geste pour dire quelque chose, mais se retint. Je suppose que dans cet hôpital, elle avait déjà vu trop de tragédies. Il y a des familles qui se disputent pour prendre soin de leurs parents, d'autres qui pleurent inconsolablement quand un être cher décède. Mais il y a aussi des gens qui doivent signer tous les papiers seuls, comme moi. Le médecin me tendit les dossiers. « Signez ici, s'il vous plaît. » Je pris le stylo, signai le certificat de décès, signai l'autorisation de remettre le corps à l'entreprise de pompes funèbres. À chaque trait du stylo, j'avais l'impression de recevoir un coup de poignard de plus dans le cœur. Pendant tout le processus, j'étais complètement seul, sans un seul membre de ma famille à mes côtés, sans une main pour me consoler, sans une accolade. Une fois les formalités terminées, je sortis de l'hôpital. Le jour commençait à se lever et Madrid commençait à se remplir de monde. Le bruit des voitures, les klaxons, les balayeurs, tout suivait son cours normal. Seul mon monde s'était effondré. J'appelai mon mari, Rémi. Il ne répondit pas au premier appel, ni au second. Au troisième, la messagerie vocale se déclencha. Je baissai la main et cessai d'appeler. Vers 8 heures du matin, il me rappela enfin. Je regardai l'écran un long moment avant de décrocher. Sa voix résonna de l'autre côté. « Pourquoi tu appelles autant ? Je suis avec la famille. J'ai laissé mon portable dans la chambre d'hôtel et je n'ai rien entendu.
En arrière-plan, on entendait le bruit des vagues, des rires et la voix de mon fils criant « Papa, viens prendre une photo ». Je fermai les yeux lentement. Mon père est mort. Il y eut quelques secondes de silence de l'autre côté. Je pensais qu'il s'effraierait, qu'il me demanderait où j'étais, qu'il dirait qu'il prenait le premier vol de retour vers la péninsule, mais non. Il soupira simplement. « Occupe-toi toi-même du salon funéraire. » Je restai pétrifié. Il continua à parler. « Nous avons déjà payé le voyage. Si nous l'annulons maintenant, nous perdons les 1500 € de la réservation. En plus, tout le monde s'amuse beaucoup. Si je reviens maintenant, je ne pourrai pas aider de toute façon. » Je serrai le téléphone fortement. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Que je m'en occupe d'abord et qu'on verrait quand il reviendrait dans quelques jours? Je ne sais pas à quel moment j'avais raccroché. Je me souviens seulement que mes mains tremblaient tellement que mon portable tomba sur le sol en ciment. L'écran se fissura dans un coin, exactement comme mon cœur. Cet après-midi-là, je transportais mon père au funérarium de la M30. Un employé me demanda s'il restait d'autres membres de la famille. Je répondis dans un murmure, « Non, ils sont en chemin. » Je regardai au loin. « Non, ils sont en vacances. » L'homme garda le silence. Il hocha légèrement la tête et ne posa plus de questions. Ce regard de compréhension me fit plus mal que n'importe quelle parole de réconfort. Le soir, je m'assis devant la photographie de mon père dans la salle du salon funéraire, où l'on n'entendait que le léger crépitement des bougies. Je me souvins du jour de mon mariage, quand mon père, Raymond, avait fait don de toutes ses économies de près de 30 ans, 50 000 €, et les avait versés sur notre compte joint pour aider à payer l'apport de notre appartement. À ce moment-là, Rémi lui serra la main et lui dit avec une sincérité totale, « Ne vous inquiétez de rien, Raymond. Je prendrai toujours soin de Cécile et nous serons une vraie famille. » Mon père sourit tendrement et se vanta même auprès des voisins, « J'ai beaucoup de chance de voir ma fille entre de bonnes mains. » Je fermai les yeux et finalement 2 larmes coulèrent sur mes joues. Si seulement mon père avait su que sur son lit de mort, le gendre en qui il avait tant confiance serait en train de rire sur une plage avec sa famille, peut-être qu'il ne lui aurait jamais donné cet argent. Ni n'aurait placé toute sa confiance en quelqu'un qui ne le considéra jamais comme faisant partie de sa famille. À ce moment-là, l'écran de mon téléphone s'illumina. C'était un message de ma belle-sœur, Béatrice, « Cécile, n'oublie pas de récupérer un colis Amazon qui arrivera à ton appartement, s'il te plaît. Ce sont des cosmétiques, mais je l'ai envoyé là-bas pour que maman ne sache pas que je dépense autant. » Je regardai le message sans émoi, sans reproche. J'éteignis simplement l'écran, ouvris ma liste de contacts et mon doigt s'arrêta sur un nom que je n'avais pas appelé depuis des années, Pierre. Un ancien camarade d'université qui était maintenant avocat. Je respirai profondément et appuyai sur le bouton d'appel. Dès qu'il répondit, je prononçai une seule phrase, « Pierre, j'ai besoin de te consulter. Je veux divorcer. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand il parla, sa voix était toujours aussi grave qu'à l'université. « Cécile, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne répondis pas immédiatement. Je regardais la photo de mon père et la lumière des bougies vacillantes devant son visage bienveillant. Durant toute sa vie, mon père n'avait jamais fait de mal à personne et, pourtant, à son dernier souffle, il n'avait même pas eu la main de ce gendre qu'il avait tant aimé. Je pris une lente inspiration. Mon père est décédé. Pierre resta muet. Je suis vraiment désolé. Je vous accompagne dans votre douleur. Cette fois, je ne pus retenir mes larmes. Tout l'effort que j'avais fait pour rester forte depuis la nuit précédente s'effondra avec cette simple phrase. Je fondis en larmes. Je ne pleurais pas seulement parce que mon père venait de mourir, mais parce qu'enfin, quelqu'un se dignait à me présenter ses condoléances. Une phrase si simple. Pendant ce temps, l'homme avec qui je partageais mon lit depuis 7 ans ne se préoccupait que de l'argent de la réservation de ses vacances. Quand je me fus un peu calmé, Pierre demanda doucement, « Tu viens de dire que tu voulais divorcer ?» « Oui. »« Tu y as bien réfléchi ?» Je regardais la cour extérieure du funérarium. Quelques feuilles sèches étaient emportées par le vent avant de retomber au sol, exactement comme mon mariage, qui était pourri depuis longtemps. Même si je m'obstinais à le maintenir à force de patience, j'y ai très bien réfléchi depuis hier. Pierre ne posa pas d'autres questions. « Garde tous les documents que tu as. Les justificatifs de virement, les actes de propriété de l'appartement, les livrets d'épargne de ton père si tu les as encore,
les messages, les appels. Ne supprime absolument rien. J'acquiesçais légèrement. Même si je ne les utilisais pas maintenant, j'en aurais besoin plus tard. Je comprends, répondis-je à voix basse, et je raccrochai. Je restai assise devant le cercueil de mon père pendant longtemps. Les anciens voisins arrivaient l'un après l'autre pour présenter leurs condoléances. Tous priaient un instant et demandaient après mon mari. Je me contentais de sourire. Il est en voyage d'affaires très loin. Je ne voulais pas que mon père subisse d'autres humiliations. Jusqu'à la dernière minute, j'ai essayé de préserver sa dignité. Dans l'après-midi, mon mari me fit un appel vidéo, non pas pour voir mon père une dernière fois, mais pour se vanter que notre fils faisait du parapente à la plage. Il souriait jusqu'aux oreilles. Il adore ça. Demain, nous irons à Garachiko. Je t'achèterai un cadeau. Je regardais l'écran. Derrière lui, il y avait un ciel bleu et une mer étincelante sous le soleil. Derrière moi, les rideaux blancs du funérarium, le murmure des oraisons et l'odeur de cire qui inondait la pièce. 2 scénarios, 2 mondes, 2 personnes qui ne partageaient plus le même chemin. Je ne dis qu'une phrase. Ce n'est pas nécessaire. Il sembla agacé. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai déjà dit que même si j'étais là, je ne pourrais pas aider. Je comprends que tu sois de mauvaise humeur, mais ne le décharge pas sur moi. Je fixai l'écran. Quand mon père était aux urgences, je t'ai appelé 18 fois. Tu le savais? Il resta paralysé une seconde puis répondit rapidement. J'avais le portable en silencieux. Mais bon, tout est passé. Ceux qui sont partis et nous, les vivants, devons penser à l'avenir. Chacune de ces paroles me glaça plus que le vent d'hiver. À ce moment-là, je compris qu'il y a des gens qui ne sont pas insensibles un instant, mais qui par nature n'ont jamais su se mettre à la place de l'autre. Je coupai l'appel. Pour la première fois en 7 ans, sans explication ni excuse. Cette nuit-là, je m'assis pour ranger les affaires de mon père, sa vieille montre, ses lunettes au verre rayé, sa veste usée. Dans une poche, il y avait encore un papier plié en 4. Je l'ouvris. C'était une liste avec les sommes d'argent qu'il avait économisées. Certains mois, c'était 100 €, d'autres mois, juste quelques dizaines. Au tout en bas, il avait écrit d'une écriture soignée, pour aider ma fille à l'avenir afin qu'elle ne souffre pas. Je serrai le papier contre ma poitrine et pleurai jusqu'à perdre mon souffle. Mon père avait dédié toute sa vie à prendre soin de moi et, à son dernier instant, je n'avais pas pu le retenir à mes côtés. 3 jours plus tard, nous enterrâmes mon père. Quand la dernière poignée de terre tomba, je restai là longtemps. Le vent qui soufflait dans le cimetière de l'Almudna apportait l'odeur de la terre mouillée. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose que mon père m'avait dit une fois, si un jour tu n'es pas heureuse, ne t'oblige pas à supporter. Tu n'as qu'une vie. À l'époque, je pensais qu'il plaisantait. Aujourd'hui, je compris qu'il voyait depuis longtemps la tristesse de mon mariage, mais il ne voulait pas me mettre dans une situation difficile et c'est pourquoi il n'avait jamais rien dit. Cette nuit-là, je suis retourné à notre appartement habituel. En ouvrant la porte, tout était intact. Les pantoufles de mon mari, les jouets de mon fils éparpillés dans le salon, le fauteuil où ma belle-mère s'asseyait pour regarder la télévision. La maison était la même, mais je n'étais plus la même femme qu'il y a 3 jours. J'ouvris l'armoire et sortis la boîte où je gardais tous les documents importants, les titres de propriété de l'appartement, la preuve du virement des 50 000 € fait par mon père, les rapports médicaux, les factures de l'hôpital. Je posai chaque feuille parfaitement rangée sur la table. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais plus être patiente. Je ne voulais plus attendre que les autres changent. Il y a des gens qui ne trouvent le courage de sortir d'une vie qui les a blessés trop longtemps que lorsqu'ils perdent ce qu'ils ont de plus précieux. À ce moment, le portable vibra. C'était un message de mon mari. Après-demain, nous rentrons tous. N'oublie pas de préparer quelque chose que ma mère aime. Ah, et mon père a un peu mal à la poitrine ces jours-ci. Je suppose que quand nous arriverons, je devrais l'emmener chez le médecin. Je regardai l'écran et serrai légèrement la main. Soudain, un sentiment très étrange surgit en moi. Je ne ressentais plus ni colère ni douleur, seulement un calme effrayant. Je tapais 2 mots, d'accord, et je bloquais le téléphone. Ce que je ne savais pas, c'est que 2 mois plus tard, ce même beau-père, Antoine, qui m'avait traité avec indifférence, devrait être hospitalisé en urgence.
et le premier appel que je recevrai de mon mari, Rémi, après une longue période de silence entre nous, serait une phrase qui couperait toute possibilité de retour pour notre mariage: viens à l'hôpital tout de suite et apporte la carte pour signer la garantie de paiement de mon père. S'il te plaît. Je regardais cette phrase longtemps. Peu à peu, le coin de mes lèvres se retroussa vers le haut. Pour la première fois depuis des mois, je souriais, mais ce n'était plus le sourire de la femme soumise d'autrefois. Le message de mon mari était toujours à l'écran. Ce n'était que quelques mots, mais ils me laissèrent immobile pendant un bon moment car depuis la mort de mon père, c'était la première fois qu'il m'écrivait de sa propre initiative pour autre chose que me donner des ordres sur la maison ou me rappeler de préparer le repas pour toute sa famille. Je regardais l'horloge. Les minutes passaient lentement. Par la fenêtre, la lumière du crépuscule s'éteignait. Le grand appartement me parut soudain étrangement froid. Il y a 7 ans, quand nous nous sommes installés ici, je pensais que tant que nous aurions un toit pour nous abriter, nous surmonterions toutes les difficultés. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas compris qu'un foyer n'est pas un endroit avec 4 murs, mais un lieu où les gens savent s'aimer et se protéger mutuellement. Au lieu de cela, cet endroit, depuis longtemps, n'abritait que les obligations d'une femme de ménage sans salaire sous le titre de belle-fille. 2 jours plus tard, la famille de mon mari revint de ses vacances. Très tôt, ma belle-mère Carole m'appela au téléphone: Cécile, va au marché et achète de bons fruits de mer. Nous avons mangé du poisson frit et des fruits de mer sur les îles pendant des jours. Mais j'ai toujours envie de ce riz au homard que tu fais. Je répondis sèchement: je sais. Elle sembla satisfaite. Ah, et nettoie bien les chambres. Nous sommes absents depuis des jours et il doit y avoir de la poussière. Je posai le téléphone sur la table. Si c'était avant, j'aurais couru faire les courses, j'aurais nettoyé chaque recoin et j'aurais préparé un festin pour qu'ils aient un repas chaud dès leur arrivée. Mais aujourd'hui, je me contentais de passer un chiffon sur le comptoir, de cuisiner un plat très simple et de m'asseoir pour finir de lire les dossiers que Pierre m'avait envoyés la veille. Il détaillait les lois sur les biens communs, les documents nécessaires pour une demande de divorce et la liste des preuves que je devais conserver. Je lisais chaque mot très lentement, comme si chaque ligne m'aidait à faire un pas de plus hors de l'obscurité dans laquelle j'avais vécu les 7 dernières années. Vers midi, on entendit le moteur d'une voiture s'arrêter devant l'immeuble. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et les rires remplirent l'appartement instantanément. Ah, enfin à la maison. La prochaine fois, nous irons à Majorque. La photo que tu as postée sur Instagram est magnifique, maman. Tout le monde la commente. Mon fils courut vers moi et m'embrassa les jambes. Maman, tu m'as manqué. Je lui caressai la tête avec un sourire. Tu t'es bien amusé. Oui, beaucoup. L'enfant commença à me raconter 1000 histoires, il était monté dans le téléphérique du TED, il s'était baigné dans la mer, grand-père lui avait acheté une voiture télécommandée. Je n'écoutais qu'en silence, sans rien lui reprocher. Les enfants n'ont pas de faute. La faute incombe aux adultes qui leur apprennent que leur bonheur peut se construire sur la douleur des autres. Ma belle-mère, Carole, entra dans la cuisine et fronça les sourcils. Et, je pensais que tu allais préparer du riz au homard. Tu ne l'as pas acheté? Non, je ne l'ai pas acheté. Et pourquoi pas? Parce que je n'en avais pas envie aujourd'hui. Elle me fixa, incapable de croire que la femme devant elle était sa belle-fille, toujours si obéissante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je posai tranquillement le plat sur la table. On mange ce qu'il y a, Carole. L'atmosphère de la salle à manger se tendit immédiatement. Mon mari, Rémi, s'approcha et tira une chaise. Allez, maman, assieds-toi pour manger. On mange ce qu'il y a. Ma belle-mère me fusilla du regard et s'assit à contre-cœur. Pendant tout le repas, personne ne mentionna mon père, ni une seule question sur comment s'étaient passées les funérailles, si la tombe était bien ou si j'étais fatigué. Ils ne parlaient qu'avec enthousiasme de la beauté de l'hôtel, de la foule sur la plage et de la richesse de la nourriture. J'étais assise en face, mangeant en silence, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. Une fois terminé, mon mari, Rémi, rangea les valises dans la chambre et m'appela. Cécile, viens un instant. J'entrai et il sortit une petite boîte de la valise. Un cadeau pour toi. À l'intérieur, il y avait un foulard en soie. C'est joli. Je regardai le cadeau et le posai doucement sur la table. Merci. Il fut surpris. Tu n'aimes pas? Pourquoi as-tu l'air si impassible?
Je le regardai droit dans les yeux. Penses-tu vraiment qu'un foulard puisse compenser le fait que tu n'étais pas là quand mon père est mort? Il resta silencieux quelques secondes puis soupira. Je sais que tu es toujours en colère, mais le passé est le passé. À quoi bon garder rancune? Je me mis à rire. Un rire si froid que même à moi, il me parut étrange. Tu as raison. Le passé est le passé. Et ceux qui sont partis sont partis. Tout est passé maintenant. Croyant que je m'étais calmé, il hocha la tête. Je suis content que tu penses comme ça. Mais aussitôt j'ajoutai, exactement comme ce que je ressentais pour toi. Le sourire s'effaça de son visage. Quoi? Arrête de dire des bêtises. Je me retournai et sortis de la pièce. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai revu chaque dossier, comparé chaque facture et chaque relevé bancaire. Les justificatifs des 50 000 € que mon père, Raymond, avait virés étaient intacts. Les fois où j'avais versé mon salaire sur le compte joint étaient également clairement enregistrés. Plus je regardais, plus j'avais mal. Pendant toutes ces années, j'ai cru que j'apportais ma contribution à ma famille, mais il s'avère que je ne faisais que m'efforcer pour que d'autres voient mon sacrifice comme une obligation. Une semaine passa, enveloppée dans une étrange tranquillité. Je ne me disputais pas, je ne posais pas de questions, je ne remettais pas le passé sur le tapis. C'est précisément ce calme qui fit perdre patience à mon mari, Rémi. Un soir, il s'assit à côté de moi. « Cécile, ces derniers temps, tu es très étrange. Tu vas bien? » « Parfaitement. Avant, tu me parlais, maintenant tu n'as plus envie de rien dire. » Je fermai le carnet que j'avais en main. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parlons comme avant. » Comment c'était avant? Eh bien, normal. Je le fixai un instant. Tu te souviens de la dernière fois que nous nous sommes assis pour parler vraiment comme mari et femme? Il resta silencieux. Il ne s'en souvenait probablement pas lui-même, car ces dernières années, nos conversations se limitaient aux frais de scolarité de l'enfant, aux factures d'électricité, à ce que sa mère voulait manger ou au service que sa sœur, Béatrice, me demandait. L'amour avait disparu depuis longtemps, il ne restait que l'obligation. À cet instant, son téléphone sonna. Il regarda l'écran et se leva précipitamment. C'est mon père. Mais quelques secondes plus tard, il pâlit. Papa, qu'est-ce qui arrive à papa? Je levai les yeux. De l'autre côté, on entendait la voix affolée de ma belle-mère, il a très mal à la poitrine. L'ambulance vient de l'emmener à l'hôpital de San Gennaro. Viens vite. Mon mari attrapa les clés de la voiture et courut vers la porte. Avant de sortir, il se tourna pour me regarder. Cécile, reste à la maison pour t'occuper du petit. J'acquiesçai légèrement et le vis fermait la porte. En moi, il n'y avait ni joie ni jubilation. Personne ne souhaite la maladie ou la mort d'une autre personne. Simplement, cela me semblait une ironie du destin. Il y a un peu plus de 2 mois, j'étais tout aussi terrifié quand mon père, Raymond, s'était effondré. À l'époque, j'avais appelé mon mari plus de 10 fois et n'avais obtenu que le silence pour réponse. Vers 23 heures, mon portable vibra. Le nom de mon mari apparut à l'écran. Je décrochai lentement. De l'autre côté, sa voix semblait plus nerveuse que jamais. « Cécile, viens à l'hôpital tout de suite. Ils doivent hospitaliser mon père aux urgences. Je suis en train de faire les papiers. L'assurance de papa ne couvre pas tout. Apporte la carte de crédit pour signer la garantie de paiement. » Je serrai le téléphone dans ma main et écoutai sa respiration agitée. Dans cette voix, pour la première fois depuis de nombreuses années, je sentis une véritable panique. Il ne restait aucune trace de l'indifférence avec laquelle il m'avait traité quand c'était mon père qui était aux urgences. Mais précisément pour cela, une sensation très difficile à décrire m'envahit. Ce n'était ni de la vengeance ni de la joie. C'était le calme glacial de celle qui a atteint la limite absolue de la déception. « Cécile, tu es là. »« Je t'écoute, » répondis-je à voix basse. « Alors viens vite. J'ai très peu d'argent sur moi. Le médecin dit que n'ayant pas une couverture totale, il faut signer une caution économique avant d'autoriser la chirurgie majeure, puisque nous sommes dans le privé. » Je regardai par la fenêtre. Les lumières des bâtiments d'en face éclairaient la cour intérieure. Certaines familles dînaient encore ensemble et je me suis souvenu de la nuit où mon père agonisait pendant que je courais dans les couloirs,
appelant mon mari encore et encore, jusqu'à ce que le portable me brûle les mains, seulement pour entendre la sonnerie retentir sans cesse dans le vide. Je demandai à voix très basse, « Tu te souviens combien de fois je t'ai appelé il y a 2 mois ?» L'autre côté de la ligne se tut. Après quelques secondes, il parla d'une voix faible, « Cécile, ce n'est pas le moment d'aborder ce sujet. » Je lâchai un rire. Exact. Ce jour-là aussi, tu m'as dit que ce n'était pas le moment d'abandonner tes vacances, alors pourquoi aujourd'hui est-ce le moment pour moi de tout laisser tomber pour aller t'aider? Il soupira. Ne dis pas ça. Mon père est aux soins intensifs. Je fermai les yeux avec force. Mon père était aussi aux soins intensifs. Ce jour-là, il y eut un autre long silence. Cette fois, ce fut moi qui raccrochai. D'abord, je posai le portable sur la table et restai immobile. La maison était si silencieuse que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Mon fils sortit de sa chambre. « Maman, qu'est-ce qui arrive à grand-père » Je lui caressai les cheveux. « Je ne sais pas encore, mon chéri. » Papa pleurait. J'y restai figé. L'enfant me regarda de ses yeux innocents. J'ai entendu papa au téléphone. Je crois qu'il pleurait. Je ne répondis pas. Je le serrai juste dans mes bras. Cet enfant ne comprenait pas pourquoi sa mère souriait de moins en moins, ni pourquoi son grand-père ne reviendrait jamais. Il savait seulement que les adultes agissaient de plus en plus étrangement. Cette nuit-là, je ne suis pas allé à l'hôpital et je n'ai pas rappelé. Vers minuit, le téléphone sonna de nouveau. C'était ma belle-mère, Carole. Je regardai l'écran un moment avant de répondre. Sa voix tremblait. « Cécile, dis-moi, où es-tu » ? « À la maison. »« Pourquoi n'es-tu pas venue à l'hôpital » ? « Ton père est très grave. » Il y eut un silence de l'autre côté. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que je réponde de cette manière. Un instant plus tard, d'une voix brisée, elle me dit, « Ne sois pas rancunière. Après tout, nous sommes de la famille. » Je souris amèrement. « Carole, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit quand c'était mon vrai père qui était hospitalisé ?» Elle ne répondit pas, alors je continuai, « Vous m'avez dit de m'occuper moi-même des funérailles. Vous m'avez aussi rappelé de sortir les filets du réfrigérateur pour qu'ils ne se gâtent pas. De ce jour-là à aujourd'hui, vous ne m'avez jamais demandé comment je me sentais. » Son ton devint rude. Quel intérêt de remuer le passé maintenant? Nous parlons d'une question de vie ou de mort. Je répondis avec une froideur totale, je parlais aussi d'une question de vie ou de mort, mais à ce moment-là, personne ne s'est soucié de m'écouter. Je raccrochai. Non par colère, mais parce que je savais que continuer à parler ne changerait absolument rien. À 1h du matin, Pierre m'appela. « Tu vas bien ?»« Oui, je vais bien. J'ai appris pour ton beau-père. Les nouvelles te parviennent vite. » Pierre rit doucement. « J'ai des connaissances qui travaillent dans les hôpitaux. Je voulais juste te prévenir d'une chose. » « De quoi ? » « À partir de maintenant, garde les factures de tout l'argent que tu dépenses pour la famille de ton mari. » Je fus surprise. « Tu crois qu'il... » Pierre m'interrompit, « Je n'affirme rien. Mais dans des cas comme celui-ci, beaucoup de gens profitent du chaos familial pour détourner des fonds ou transformer des biens propres en biens communs. Il vaut mieux que tu fasses attention. » J'acquiesçai. « Merci. » Après avoir raccroché, j'allumai l'ordinateur. Tous les documents du divorce étaient toujours dans un dossier protégé par mot de passe. J'ouvrais les fichiers, lisant ligne par ligne. Plus je lisais, plus je réalisais à quel point j'avais été naïve. Pendant 7 ans, j'avais cru qu'en étant une bonne personne, les autres m'apprécieraient. J'avais cru que si je cédais, il y aurait la paix à la maison, mais il s'avère que lorsque la gentillesse n'est pas dirigée vers les bonnes personnes, on ne réussit qu'à ce qu'elles s'habituent à vous piétiner. Vers 7h du matin, mon mari Rémi rentra à la maison. Il entra le visage décomposé, la chemise froissée et les yeux injectés de sang après avoir passé la nuit blanche. Dès qu'il me vit, il me demanda, « Pourquoi n'es-tu pas venu hier ?» Je continuai à préparer mon thé avec une tranquillité totale. « Pourquoi avais-tu besoin que j'y aille ? Pour payer ou pour prendre soin de ton père ?» Il se mordit la lèvre. « Pour les deux. » Je posai la tasse sur la table. « Le jour où mon père est mort, tu as dit que je m'occuperais de tout. Eh bien, aujourd'hui, occupe-toi de tes affaires. »
Il me fixa, comme s'il ne pouvait croire que la personne devant lui était son épouse, toujours si soumise. Cécile, tu as changé. J'acquiesçai. Oui, j'ai changé. Si je ne le faisais pas, je me trahirais moi-même. Il s'effondra sur le canapé. Pour la première fois depuis notre mariage, je vis ses épaules s'affaisser. Après un long moment, il avoua, les médecins ont confirmé que papa a une obstruction coronarienne. La sécurité sociale couvre l'opération ici à l'hôpital public, mais la rééducation neurologique et cardiaque dont il aura besoin ensuite dans une clinique privée coûte très cher. De plus, les comptes de mon entreprise sont bloqués par le trésor public. Pourrais-tu me prêter un peu d'argent d'avance? Je le regardais longtemps. Avant, il suffisait qu'il me le demande pour que je vide toutes mes économies. Mais aujourd'hui, seule l'image de mon père, Raymond, agonisant seul dans un lit d'hôpital, tandis que l'homme devant moi souriait joyeusement à la plage, me venait à l'esprit. Je demandai calmement, combien veux-tu m'emprunter? 10 000 euros. Ce chiffre me fit éclater de rire. Tu sais quoi? Mon père a économisé toute sa vie pour obtenir 50 000 euros et n'a pas hésité à tout nous donner pour acheter cette maison. Mais quand il a eu besoin de son gendre à ses côtés, toi, cela t'a fait mal de payer l'argent de l'annulation du vol. Depuis ce jour, la loyauté entre nous a cessé d'exister. Je me levai et le regardai droit dans les yeux. J'ai l'argent, mais je ne te le donnerai pas, parce que c'est la dernière chose qu'il me reste pour assurer l'avenir de mon fils et le mien. Son regard passa de l'étonnement à la déception, puis se transforma lentement en colère. Tu as tellement changé que je ne te reconnais plus. J'acquiesçai lentement. Oui. La femme qui t'aimait est morte la nuit même où mon père a fermé les yeux. La pièce fut plongée dans une atmosphère si pesante que même le tic-tac de l'horloge murale en devenait assourdissant. Mon mari resta immobile à me regarder un bon moment, comme s'il essayait de trouver une trace de la femme d'avant, celle qui baissait toujours la tête après chaque humiliation. Mais malgré tous ses efforts, cette femme n'existait plus. Parce qu'au moment où j'ai signé le certificat de décès de mon père dans la plus absolue solitude, mon cœur a fermé les portes à ce mariage. Il serra les poings. Cécile, je sais que je me suis trompé. J'acquiesçai légèrement. Oui, mais tu ne peux pas jeter 7 ans de mariage par une seule erreur. Je souris froidement. Si c'était une seule erreur, je t'aurais déjà pardonné. Il fut perplexe. Que veux-tu dire? Je rapprochai une chaise et m'assis en face de lui. Ma voix restait monotone, mais chaque mot était comme un couteau coupant la fausse couche de paix que nous nous étions efforcés de maintenir pendant des années. Tu te souviens de notre première année de mariage? Il garda le silence. Ce jour-là, j'avais presque 40 degrés de fièvre. Pourtant, ta mère m'a obligé à me lever pour préparer le repas parce que nous avions des invités. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il baissa le regard. Je n'attendis pas qu'il réponde. Tu m'as dit de tenir un jour, que je me rétablirais. Sourit amèrement. La deuxième fois, quand j'ai fait une fausse couche. À peine sorti de l'hôpital, ta mère m'a exigé de me mettre à cuisiner pour toute votre famille. Tu m'as de nouveau dit d'être patiente. La troisième fois, j'ai pris un jour de congé pour emmener mon père chez le médecin. Tu m'as obligé à annuler le rendez-vous parce que ta sœur, Béatrice, avait un entretien et avait besoin que quelqu'un la conduise. Encore une fois, tu m'as demandé de me sacrifier. Je le regardais dans les yeux. 7 ans. Chaque fois que je souffrais, chaque fois que je perdais quelque chose, chaque fois que j'avais besoin que mon mari soit de mon côté, tu disais toujours la même chose, tiens bon un peu au point. Sa voix devint rauque. Je ne le faisais pas exprès. Je secouai la tête. Je sais. Et le plus terrifiant, ce n'est pas que tu le fasses exprès, mais que tu aies supposé que ma souffrance et mes sacrifices étaient une obligation indiscutable. Le silence revint. Juste à ce moment, la porte de la pièce s'ouvrit. Ma belle-mère, Carole, sortit avec un air fatigué après avoir passé la nuit à l'hôpital. En nous voyant assis face à face, elle intervint immédiatement, « Cécile, prépare du bouillon et apporte-le à ton beau-père, Antoine, à l'hôpital. » Je répondis tranquillement, « Je n'y vais pas. » Elle crut avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit? » « Je n'y vais pas. » Ça. Voix s'éleva soudainement. « Il est hospitalisé. Tu es sa belle-fille. » Je posai doucement mon verre d'eau sur la table.
Quand mon père biologique était hospitalisé, j'étais aussi sa fille. Elle resta sans voix, mais quelques secondes plus tard, elle changea de ton et me reprocha, « Tu vas être rancunière envers des personnes âgées. » Je la regardai avec une tranquillité si écrasante que même elle se sentit acculée. Non, je traite simplement les gens exactement comme ils m'ont traité. Cette phrase plongea toute la maison dans un silence absolu. Mon mari, Rémi, se leva d'un bond. Maman, ça suffit. Ne dis plus rien. Ma belle-mère se tourna vers lui, très en colère. Et en plus, tu la défends. Elle est devenue comme ça parce que tu la gâtes trop. Je ris doucement. Si tu m'avais vraiment gâté, nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Ma belle-mère allait répliquer, mais le téléphone de mon mari sonna. En décrochant, il devint livide. Oui, docteur. Oui. Il raccrocha aussitôt. Dès qu'il raccrocha, il attrapa rapidement les clés de la voiture. Le médecin dit qu'il faut faire des examens supplémentaires et que ça va coûter bien plus cher que prévu. Je viens avec toi, dit sa mère. Tous deux sortirent précipitamment de la maison. Dès que la porte se ferma, l'appartement fut enveloppé d'une étrange quiétude. J'allai au balcon, respirai profondément et appelai Pierre. Il répondit instantanément. Pierre, je veux que tu prépares les papiers du divorce. Tu es sûr? Sûr. Pierre hésita quelques secondes avant de demander, divorce par consentement mutuel ou contentieux. Je regardai le ciel gris au loin. Ils ne voudront sûrement pas le consentement mutuel. Prépare-le par voie contentieuse. Je m'occuperai de tout. Je le remerciai à voix basse et raccroché. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Je fus surprise de voir que ce n'était pas mon mari, mais ma belle-sœur, Béatrice. Elle entra, posa son sac sur le canapé et me regarda directement. « Qu'est-ce qui t'arrive, Cécile ? Maman m'a dit que tu refusais d'aller à l'hôpital. » « Exactement. Tu vas trop loin. Mon père est malade. » J'acquiesçai lentement. « Oui. Et où étais-tu quand mon père est mort ?» Elle resta silencieuse. Je continuai à parler. « Tu te souviens de cette photo à la plage ? Ton sourire était magnifique, si magnifique que j'ai passé une demi-heure à le contempler en attendant qu'on me remette les cendres de mon père. » Elle pâlit immédiatement. « Cécile, je te jure que je ne le savais pas. » « Tu ne le savais pas ? » Je lâchai un rire sec. Alors, quand j'ai appelé pour dire que mon père était mort, qui a répondu en disant de ne pas gâcher la fête de la famille. Elle se mordit la lèvre, incapable d'articuler un mot. Un bon moment s'écoula avant qu'elle ne murmure à voix basse, « Je suis vraiment désolé. » Ce fut la première excuse que je reçus de la famille de mon mari depuis le décès de mon père, mais malheureusement, elle arrivait trop tard. Je la regardai calmement. Tes excuses peuvent soulager ta conscience, mais elles ne feront pas revivre mon père. Elle baissa la tête en silence et quitta l'appartement. Ce même après-midi, alors que je ramassais les derniers souvenirs de mon père pour les emporter dans son ancienne maison, je reçus une notification de ma banque. En l'ouvrant, je vis un message m'alertant que quelqu'un avait tenté d'accéder à mon compte d'épargne personnel depuis un appareil inconnu. Je sentis un pincement au cœur. Dans ce compte, je gardais tout l'argent restant après la mort de mon père, y compris l'argent de son assurance et mes économies de plusieurs années. À part moi, la seule personne qui connaissait le mot de passe de la banque en ligne était mon mari, Rémi, car il m'avait aidé à le configurer il y a des années. Je changeai tous les mots de passe instantanément et appelai la banque pour vérifier. L'opérateur vérifia le système pendant quelques minutes et répondit, « Madame, il y a environ 10 minutes, 3 tentatives de connexion infructueuses ont été enregistrées, ce qui a bloqué l'accès pour des raisons de sécurité. » Je serrai mon portable. Un terrible pressentiment commença à m'envahir. Peut-être que ce mariage cachait non seulement une trahison émotionnelle, mais aussi des secrets financiers dont je n'avais aucune idée. Je restais debout au milieu d'une agence bancaire bondée. Autour de moi, on entendait les pas, la machine à tickets et les employés appelant les clients. Mais tous ces bruits semblaient lointains. Dans ma tête, seule résonnait la phrase de la femme qui venait de m'appeler, affirmant que mon mari avait utilisé l'appartement, qui était à nos deux noms, comme garantie pour un prêt hypothécaire. Et je n'en savais absolument rien. Le plus effrayant n'était pas la somme d'argent ni le prêt en soi, mais le fait qu'il me l'avait caché pendant des mois. Alors que chaque jour, il rentrait à la maison,
dînait à la même table et me regardait avec la même tranquillité que d'habitude, comme si entre nous il n'y avait aucun secret. J'essayais de garder mon calme. « Excusez-moi, pourriez-vous me donner plus de détails ?» La femme répondit très poliment, « Madame, s'agissant d'informations confidentielles, je ne peux vous informer qu'en personne. J'ai besoin que vous signiez des documents. Quand pourriez-vous passer ?» Je regardai l'horloge. Cet après-midi même. Après avoir raccroché, je respirai profondément et appelai Pierre. Dès qu'il décrocha, je fus direct. « Nous avons un problème. » En écoutant toute l'histoire, la voix de Pierre devint soudainement sérieuse. Ce même après-midi, je me rendis au bureau de l'entreprise financière, située dans un immeuble du Paseo de la Castellana. La femme qui m'avait appelé était la chef du service client. Après avoir vérifié ma pièce d'identité, elle posa sur la table un épais dossier. Regardez vous-même. Je feuilletai les pages, la demande de prêt, l'acte de prêt hypothécaire, l'évaluation du bien immobilier, le certificat de revenu, tout était au nom de mon mari. Mais en arrivant à la dernière page, ma main trembla involontairement. C'était la section de la signature du copropriétaire sous le régime des biens communs. En dessous, apparaissait une signature à mon nom. À première vue, elle ressemblait à ma signature originale à 80 ou 90%. Si je n'avais pas su avec certitude que je n'avais pas signé cela, même moi, je l'aurais cru. Je levai les yeux. Cette signature est fausse. La femme resta pétrifiée. Vous êtes absolument sûr ? Totalement. Je n'ai jamais signé ce document. L'employé fronça les sourcils et sortit un autre dossier. Ceci est l'enregistrement vidéo du moment de la signature. Je fixai l'écran. La personne assise à côté de mon mari n'était pas moi. C'était une femme avec un masque chirurgical et un chapeau à large bord qui lui couvrait presque entièrement le visage. Pendant tout l'enregistrement, la caméra ne la filmait que de profil. La femme a gardé la tête très basse et, après avoir signé, est partie immédiatement. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Je demandai, n'ont-ils pas vérifié sa pièce d'identité ? La femme soupira légèrement. Le dossier contient la photocopie des pièces d'identité. Il est possible que l'employé qui a vérifié les données par la caméra ait commis une erreur. Je fermai le dossier. Combien s'élève le prêt ? 70 000 €. Le chiffre me glaça le sang. 70 000 € non seulement dépassaient toutes les économies de la famille, mais c'était suffisant pour que l'on nous saisisse l'appartement si la dette n'était pas remboursée. L'argent a-t-il déjà été déboursé ? Oui, il a été transféré intégralement sur le compte personnel de votre mari. Je restai assise en silence tandis que des dizaines de questions assaillaient mon esprit. Où était allé l'argent ? En quoi l'avait-il dépensé ? Si son entreprise avait autant de problèmes qu'il le disait, pourquoi ne m'avait-il jamais parlé de ce prêt ? La femme me regarda avec pitié. Si la signature est fausse, vous devriez consulter un avocat. Je suis vraiment désolé. J'acquiesçai légèrement et partis avec une copie du dossier. À peine descendu dans le hall de l'immeuble, mon téléphone sonna de nouveau. C'était mon mari, Rémi. Je décrochai. Où es-tu ? Dehors. Faisant quelques courses. Courses ? Mes affaires. Il garda le silence quelques secondes puis me dit, cet après-midi, j'ai parlé au chirurgien. Il dit qu'il faut opérer papa cette semaine même. Je n'ai pas encore réussi à réunir tout l'argent. Je demandai lentement, combien te manque-t-il ? Environ 30 000 €. J'esquissai un sourire. Si tu as déjà demandé 70 000 €, qu'est-ce qu'il te manque de plus ? L'autre côté de la ligne se tut complètement. Un silence si absolu que je pouvais clairement entendre sa respiration. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je lui demandai. L'important n'est pas ça. L'important est de savoir jusqu'à quand tu pensais me le cacher. Il commença à balbutier, ce n'est pas ce que tu penses. J'allais te le dire, mais je n'ai pas trouvé le moment. Je lâchai un rire. 3 mois. 3 mois. Ce n'était pas assez de temps pour me le dire. Il se dépêcha de se justifier. J'ai demandé l'argent pour sauver l'entreprise. Si nous faisons faillite, toute la famille sera ruinée. Alors, où est cet argent ? Il garda de nouveau le silence. Un silence extrêmement étrange. J'insistai, 70 000 €.
En quoi les as-tu dépensés? Cette fois, il ne répondit pas. À la place, il parla d'un ton presque suppliant. Cécile, rentre à la maison. Je vais tout expliquer. Je raccrochai. Je ne voulais plus entendre d'excuses préparées à la hâte. Cette nuit-là, dès que j'ouvris la porte de la maison, je remarquai que l'ambiance était très différente des jours précédents. Ma belle-mère, Carole, était assise dans le salon, le visage tendu. Ma belle-sœur, Béatrice, allait et venait, et mon mari, Rémi, se tenait debout près de la fenêtre avec une expression d'abattement comme je ne lui en avais jamais vu. En me voyant, tous trois se tournèrent presque à l'unisson. Personne ne rompit la glace. Finalement, ce fut mon mari qui fit le premier pas. « Cécile, il faut qu'on parle. » Je posai mon sac sur une chaise. Quelle coïncidence. J'ai aussi quelque chose à te demander. Il déglutit difficilement. Demande-moi d'abord. Je sortis la copie de l'acte de prêt de mon sac, la posai doucement sur la table et la fis glisser vers lui. Explique-moi. Qui est la femme qui a falsifié ma signature sur le contrat hypothécaire pour utiliser notre maison comme garantie? Le regard de mon mari s'arrêta sur les documents à peine 2 secondes. Son visage passa de la surprise à la perplexité, et de la perplexité à la panique. Au final, il n'y avait sur son visage qu'une tension que je n'avais jamais vue en 7 ans de mariage. Il avait toujours été un expert pour contrôler les situations. Même lorsque l'entreprise allait mal ou qu'il y avait des conflits familiaux, il se contentait de garder le silence et d'essayer de changer de sujet, mais cette fois, il savait parfaitement qu'il n'avait pas d'échappatoire car les preuves étaient devant lui et c'était moi qui les lui montrais. Précisément moi, la personne qu'il avait toujours cru que je ne vérifierais jamais rien lié à l'argent. Ma belle-mère regarda le dossier et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Avant que je puisse répondre, mon mari attrapa rapidement les papiers. « Ce n'est rien, maman, » répondis-je calmement. « Si, ça l'est. C'est un contrat de prêt de 70 000 € et cette maison est la garantie hypothécaire. » Ma belle-mère fit un bond, horrifiée. « Quoi? 70 000 €? Quand as-tu demandé cet argent? » Mon mari se tourna vers sa mère. « Maman, calme-toi. Je vais tout expliquer. » Elle cria immédiatement, « M'expliquer quoi? Pourquoi ne m'avais-tu rien dit? As-tu hypothéqué la maison sans consulter? » La tension dans le salon était palpable. Ma belle-sœur les regarda tous les deux et demanda à voix basse, « Rémi, c'est vrai? » Il ne répondit pas. Ce silence fut la réponse la plus catégorique de toutes. Je rapprochai une chaise, m'assis, joignis les mains sur la table et gardai une voix inaltérablement tranquille. Je veux juste savoir une chose. Qui a signé à ma place? Il baissa la tête. Cécile, je suis désolé, je n'avais pas d'autre choix. Je répétai, qui est-ce? Il se mordit la lèvre. Ne demande plus. Pourquoi pas? Parce que c'est passé. Je lâchai de nouveau un rire amer. Quoi, c'est passé? Le prêt est toujours là. La maison est hypothéquée. Et tu oses me dire que c'est passé? Il se tint la tête avec désespoir. Je vais tout régler. Ne t'en mêle pas. Pour la première fois depuis de nombreux jours, je ressentis une vraie colère. Pourquoi je ne m'en mêlerai pas? C'est aussi ma maison. Mon nom est sur les actes. L'argent que mon père a mis pour acheter cette maison est plus important que le tien. Quel droit as-tu de me dire de ne pas m'en mêler? Mes paroles réduisirent complètement la pièce au silence. Ma belle-mère s'effondra lourdement sur le canapé, pâle comme un linge. Peut-être à ce moment-là réalisa-t-elle que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Après quelques minutes de silence, mon mari, Rémi, parla enfin. J'ai demandé l'argent pour investir. Investir dans quoi? Je voulais ouvrir une nouvelle usine. Pourquoi me l'as-tu caché? Il ne répondit pas immédiatement. Un bon moment s'écoula avant qu'il ne murmure, parce que je savais que tu t'y opposerais. Je le regardai droit dans les yeux. Non, je ne m'y serais pas opposé si le plan avait été clair. Ce que je ne peux pas tolérer, c'est que tu m'aies menti. Il ferma les yeux. C'était une grande opportunité pour l'entreprise. Je pensais que dans quelques mois, je récupérerais l'investissement. Je n'imaginais pas que le partenaire allait rompre le contrat. Tout l'argent est resté bloqué. Je gardai mon ton ferme.
Alors, qui a falsifié la signature? Il respira profondément. Ce fut à ce moment précis que son portable sonna. En regardant l'écran, il devint livide. Je jetai un coup d'œil et vis le nom qui apparaissait, Rachel. Il s'empressa de refuser l'appel. Je demandai, pourquoi ne réponds-tu pas? Il tenta de forcer un sourire. C'est de la comptabilité. Elle doit demander quelque chose sur les livres. Moins de 10 secondes plus tard, le portable vibra de nouveau. La personne qui appelait ne renonçait pas et lui n'osait toujours pas décrocher. Je dis lentement, réponds. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de te parler d'urgence. Il hésita quelques secondes puis sortit rapidement sur le balcon. La porte vitrée n'était pas complètement fermée, si bien que sa voix filtrait à l'intérieur. N'appelle plus. Je suis à la maison. Je t'ai déjà dit que je m'en occuperais. Ne viens surtout pas ici. Si tu viens. Sa voix se perdit. Je ne voulus pas en entendre plus. Ces phrases hachées suffisaient à comprendre que la femme à l'autre bout du fil n'était pas une simple employée de comptabilité. Environ 5 minutes plus tard, il revint, encore plus tendu qu'avant. Je demandai calmement, « Et qui est cette Rachel ?» Il sursauta. « Tu as vu le nom ?» Il tenta de nouveau de sourire. « Je t'ai déjà dit, c'est la comptable. » J'acquiesçai. « D'accord. Demain, je passerai à l'entreprise pour rencontrer cette Rachel. » Le sourire disparut de son visage instantanément. « Pourquoi vas-tu lui rendre visite ? Et au passage, j'en profiterai pour rencontrer la personne qui a signé à ma place. » Il sauta presque de sa chaise. « Elle n'a rien à voir. N'essaie pas de l'impliquer. » Sa réaction si exagérée fit que même ma belle-mère le regarda, surprise. « Pourquoi réagis-tu comme ça si ce n'est que la comptable ?» Il ne sut quoi répondre. Juste à ce moment-là, mon propre téléphone vibra. C'était Pierre. Pierre. Pierre parla très vite. « Cécile, j'ai demandé à une connaissance de vérifier les données de l'entreprise de ton mari au registre du commerce. J'ai les résultats. On peut se voir ce soir. » Je. Regardez mon mari. D'accord. Pierre continua, « Il y a autre chose. Je crois que tu devrais te préparer au pire. » Après avoir terminé l'appel, je rangeai le téléphone et me levai. Je sors un moment. Mon mari me bloqua le passage vers la porte. « Où vas-tu ? » Voir mon avocat. Il me regarda stupéfait. « Tu veux vraiment divorcer ? » J'esquissai un sourire, mais sans la moindre chaleur. « Non, je veux juste savoir combien d'autres secrets cache l'homme que j'ai appelé mon mari durant les 7 dernières années. » Je sortis de l'appartement tandis qu'il me criait par derrière, mais cette fois je ne me retournai pas. Je savais que si je m'attendrissais de nouveau, tout ce que j'avais construit ces derniers jours s'écroulerait à cause d'un regard de pitié ou d'une excuse tardive. Et ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas des explications inventées, mais la vérité. Une vérité assez claire pour comprendre quand exactement mon mariage avait commencé à se fissurer et quand l'homme qui avait autrefois promis de me protéger le reste de ma vie était devenu un étranger. Pierre me donna rendez-vous dans un petit café situé au 2e étage d'un immeuble de bureaux dans le quartier de Salamanca. À 7 heures de l'après-midi, le lieu était assez calme. Presque tous les employés étaient partis. Il n'y avait qu'une ou deux tables occupées sous les lumières allumées et une douce musique de fond jouait. Cependant, dès que je vis l'expression grave sur son visage, je sus que ce que j'étais sur le point d'entendre n'était pas simple du tout. Pierre fit glisser un dossier de documents vers moi. « Lis-le tranquillement. » Je l'ouvris. La première page contenait les informations commerciales de l'entreprise de mon mari. Rien ne semblait inhabituel, mais en passant à la 2e page, je restai paralysé. Le registre des actionnaires avait été modifié il y a à peine 4 mois. En plus de mon mari, un nouveau nom apparaissait, Noémie. Je levai les yeux. Qui est-elle ? Pierre secoua la tête. Je ne sais pas encore, mais elle possède 30% des parts. Je fronçai les sourcils. Et d'où a-t-elle obtenu ces 30% ? Pierre sortit une autre photocopie. Le plus curieux, c'est que la date de l'apport en capital coïncide exactement avec le moment où ton mari a demandé le prêt de 70 000 €. Je restai muette. Une théorie que je refusais de croire commençait à se former dans ma tête. Pierre me regarda longuement avant de parler doucement.
Je ne dis pas qu'ils ont une liaison, mais une chose est très claire. Cet argent n'est pas entré dans les comptes de l'entreprise selon le bilan financier officiel. Je serrai le bord du dossier. Que veux-tu dire? Soit l'argent a été utilisé pour autre chose. Soit ils ont une comptabilité parallèle qu'ils ne montrent à personne. Je fermai les yeux. Si c'était vrai, l'histoire qu'il avait demandé l'argent pour sauver l'entreprise n'était qu'une demi-vérité, ou directement un mensonge. Pierre regarda l'heure et ajouta, une chose de plus. J'ai demandé à un ami de vérifier l'adresse fiscale de la soi-disant nouvelle usine à Fuenlabrada. Tu veux aller y jeter un coup d'œil? Je n'hésitais pas. Allons-y. Vers 21h, nous nous garâmes devant un entrepôt industriel dans une zone périphérique. La route d'accès était déserte. Quelques réverbères baignaient la large esplanade d'une lumière jaunâtre. L'enseigne de l'entreprise était toujours accrochée à l'entrée, mais à l'intérieur, aucune trace d'activité productive. Seul un gardien de sécurité âgé regardait la télévision dans sa cabine. Pierre s'approcha. Bonsoir. Travaille-t-il encore à l'intérieur? Le gardien secoua la tête. Pas du tout. Ils ont fermé il y a plus d'un mois. Je fus terriblement surprise. Fermé il y a un mois, oui. Ils ont emporté presque toutes les machines. Les ouvriers ont également été licenciés. Je regardai Pierre, qui fronça les sourcils en demandant, « Alors, le directeur vient souvent par ici ?» Le gardien y pensa un instant. Rarement. Seule une jeune femme vient récupérer des papiers. C'est Noémie. L'homme acquiesça. Exact. Mademoiselle Noémie passe la journée à droite à gauche. Ça fait de la peine de la voir. On m'a dit qu'elle faisait tout le travail du directeur toute seule. Je restai figé. Encore ce nom, et cette fois, assumant un rôle si important. Sur le chemin du retour, aucun de nous ne dit un mot. Jusqu'à ce que nous nous arrêtions à un feu rouge. Pierre rompit le silence. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je regardais les voitures passer à toute vitesse. Je veux lui parler. Prépare-toi au pire. Pourquoi? Parce que parfois la réalité n'est pas comme on l'imagine. J'acquiesçai légèrement. Le lendemain matin, je pris un jour de congé, non pour fuir, mais pour achever ce que j'avais à achever. Je me rendis au siège principal de l'entreprise. L'étage des bureaux était assez silencieux. Une réceptionniste polie s'approcha. Qui désirez-vous voir, madame? Je voudrais voir Noémie. Aviez-vous rendez-vous? Non. La réceptionniste passa un appel et sourit. Entrez, s'il vous plaît. Elle vous attend. Je suivis la réceptionniste le long d'un long couloir. Au fond, dans un petit bureau, la porte s'ouvrit et une femme d'une trentaine d'années se leva. Elle portait une chemise blanche très simple et son visage montrait des signes évidents d'épuisement. Elle était complètement différente de l'image de la maîtresse briseuse de foyer que je m'étais imaginée. Elle inclina légèrement la tête. Vous devez être Cécile, n'est-ce pas? Je fus un peu surprise. Vous me connaissez? Elle esquissa un sourire triste. Oui, je savais qu'un jour vous viendriez me chercher. Je m'assis en face d'elle. Alors, parlons franchement. Qui êtes-vous? Elle resta silencieuse quelques secondes avant de sortir une épaisse enveloppe du tiroir et de la poser sur la table. Voici tous les documents dont vous avez besoin. Je l'ouvris. Il y avait des contrats, des fiches de paie et des rapports très détaillés. Plus je lisais, plus tout devenait clair. Le prêt de 70 000 € avait bien été injecté dans l'entreprise, mais la majeure partie avait servi à régler d'anciennes dettes, dont certaines existaient même avant que je n'en sache quoi que ce soit. Je levai les yeux. Alors, pourquoi mon mari me l'a-t-il caché? Noémie soupira profondément, parce qu'il pensait que si je vous disais que l'entreprise allait faire faillite, vous n'auriez jamais accepté d'hypothéquer votre appartement. Et ma signature. Noémie baissa la tête. Je ne l'ai pas signé, je n'étais même pas présente ce jour-là. Je restai figé. Ce n'était pas vous? Elle secoua la tête. J'ai moi-même dit à Rémi de vous dire la vérité. Je lui ai demandé plusieurs fois de ne pas utiliser la maison comme garantie, mais ensuite il m'a dit qu'il avait déjà réglé le problème. Je me sentais de plus en plus confuse. La femme sur l'enregistrement de la banque n'était pas Noémie. Alors, qui était-ce?
Juste à ce moment-là, le téléphone de Noémie vibra. En regardant l'écran, son visage changea radicalement. Nous avons un problème. Elle me regarda avec alarme. Votre mari vient d'arriver. Il sait que vous êtes ici. En moins de 10 secondes, on entendit des pas précipités dans le couloir. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Mon mari apparut sur le seuil, haletant, le front perlé de sueur, comme s'il avait couru depuis le parking. Ses yeux passèrent rapidement de moi au dossier qui était sur la table et son visage pâlit complètement. Il regarda Noémie. Tu lui as tout montré? Au moment où mon mari resta paralysé devant la porte, toute l'ambiance sembla se figer. Personne n'articula un mot, on n'entendait que le bourdonnement constant de la climatisation. La lumière du soleil de midi filtrait par la fenêtre, dessinant de longues bandes lumineuses sur le sol, et je fermais simplement lentement le dossier que j'avais devant moi, parce que ce qui m'importait à ce moment-là n'était pas comment il était arrivé là, mais l'expression de terreur absolue dans ses yeux en voyant ces papiers. C'était le regard de quelqu'un qui, après avoir gardé un grand secret pendant des mois, réalisait qu'il ne pouvait plus le cacher. Noémie fut la première à parler. « Tu es arrivé. » Mon mari ne lui répondit pas. Il me fixa et s'approcha lentement. « Cécile, rentrons à la maison. Je vais tout expliquer. » Je levai les yeux, sereine. « Combien de fois m'as-tu déjà dit cette même phrase ?» Il s'arrêta net. Je poursuivis, « Chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu me dis on en parlera à la maison. Mais quand nous arrivons à la maison, tu me dis on remet ça à un autre jour et au final, c'est toujours moi qui dois découvrir la vérité par moi-même. » Il baissa la tête, serrant les poings si fort que ses veines ressortaient. « J'admets que je me suis trompé. Mais ce n'est pas ce que tu penses. » Je le regardai dans les yeux. « Très bien, parle. Je t'écoute. » Il respira profondément. « J'ai demandé le prêt à mon nom. C'est vrai. Et je te l'ai caché. C'est vrai, mais je n'ai jamais eu l'intention de vous enlever la maison, à toi et à mon fils. » Je lâchai un rire sec. « L'intention? Ne sais-tu pas que la loi se fiche de tes intentions? Il ne regarde que les papiers. Si tu arrêtes de payer, la banque ne te demandera pas si tu aimais beaucoup ta femme ou ton fils. Ils saisiront la maison de la même manière. » Il ne dit rien car il savait parfaitement que j'avais raison. Noémie se leva lentement. « Rémi, dis-lui tout. » Il se tourna brusquement vers elle. « Noémie, ne t'en mêle pas. » Elle secoua la tête. « Je ne m'en mêle pas, mais je ne veux pas que ta femme continue de mal interpréter les choses. » Je fronçai les sourcils. « Mal interpréter quoi ?» Noémie me regarda avec un mélange de peine et de détermination. « Cécile, depuis le début, vous avez cru que j'étais de mèche avec lui pour vous escroquer, mais ce n'est pas le cas. Depuis que je suis entré dans l'entreprise, je lui ai toujours conseillé de vous dire la vérité. C'est moi qui l'ai supplié de ne pas utiliser votre maison comme garantie. » Je l'observai attentivement. Son expression ne semblait pas fausse et elle n'évitait pas mon regard. C'était l'attitude sereine de quelqu'un qui porte un secret qui ne lui appartient pas depuis trop longtemps et ne veut plus le dissimuler. Je lui demandai, « Alors, pourquoi êtes-vous toujours là ?» Elle sourit tristement. « Parce que si je démissionne, les 20 employés restants ne toucheront pas leur salaire. » Cette réponse me laissa perplexe. Elle ouvrit un tiroir et sortit un épais livre de comptes. C'est le livre des dépenses. Depuis 3 mois, l'entreprise ne génère que juste de quoi payer les salaires. Rémi a dû vendre sa propre voiture, ses montres et a même demandé de l'argent à ses amis. Je me tournai pour regarder mon mari. C'était la première fois que j'entendais parler de la vente de sa voiture. Il s'avère que le véhicule qu'il utilisait ces derniers temps était une voiture de location au nom de l'entreprise. Je me souvins qu'il avait beaucoup utilisé le taxi ou emprunté des voitures à des collègues pendant des mois et chaque fois que je lui demandais, il souriait et disait que sa voiture était au garage. Il m'avait menti même sur les choses les plus insignifiantes. Je demandai à voix basse, « Quand as-tu vendu la voiture ?»« Il y a 3 mois. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, » je souris ironiquement. « Où serait-ce que tu ne voulais pas que je sache que ton entreprise était au bord de la faillite ?» Il baissa le regard. Il ne le nia pas. Noémie continua. « En réalité, l'entreprise n'a pas encore complètement fait faillite. Mais si à la fin du mois nous ne payons pas la plus grosse dette,
c'est fini. Je jetai un coup d'œil au bilan du livre. Le chiffre m'effraya. La dette en suspens n'était pas de 30 000 € comme il me l'avait dit, mais de près de 100 000 €. Je le regardais. Combien d'autres dettes me caches-tu? Il s'assit, abattu, sur une chaise. Pas d'autres? C'est tout. Près de 100 000 € au total. Tu pensais me le dire quand tout serait réglé. Je secouai la tête doucement. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas l'argent. C'est qu'à tes yeux, je n'ai jamais été assez digne de confiance pour affronter les problèmes avec toi. Il me regarda dans les yeux, les pupilles rougies. Cécile, c'est précisément parce que je t'aime trop que je ne voulais pas que tu souffres. Je lâchai un rire incontrôlable. Tu m'aimes? Un mari qui aime sa femme ne la laisse pas signer seul le certificat de décès de son père. Un mari qui aime sa femme ne reste pas en vacances pendant que son beau-père vient de décéder et, bien sûr, ne falsifie pas sa signature pour hypothéquer la maison derrière son dos. Chacun de mes mots fit pâlir encore plus son visage. À ce moment, la porte s'ouvrit de nouveau. Un homme d'une cinquantaine d'années entra, vêtu d'une simple chemise et tenant une mallette. Dès qu'elle le vit, Noémie se leva. Monsieur Émile. L'homme hocha la tête et regarda mon mari. Rémi, tu n'as toujours pas dit la vérité. Je fus un peu surprise. Noémie se tourna pour m'expliquer. C'est Monsieur Émile, le fondateur de l'entreprise. L'année dernière, il a cédé la direction à Rémi pour des problèmes de santé. Je le saluai d'un geste. Monsieur Émile me regarda un bon moment avant de soupirer. Vous devez être Cécile. Oui, je suis vraiment désolé. J'aurais dû vous rencontrer bien plus tôt. Avant que je puisse demander, il sortit une enveloppe de sa mallette. C'est le procès-verbal de l'Assemblée des actionnaires. Je pense que vous devriez le lire. Je l'ouvris. Il ne fallut que les premières lignes pour me laisser stupéfaite. Le procès-verbal détaillait que le prêt de 70 000 € n'avait pas servi à augmenter la production, ni même à payer des dettes standards. Une grande partie de cet argent avait été destinée à payer une indemnisation pour accident du travail à un employé gravement blessé à l'usine de Fuenlabrada 4 mois auparavant. Si l'indemnisation n'était pas versée à temps, l'employé aurait poursuivi l'entreprise, les contrats auraient été annulés et des dizaines de travailleurs auraient été licenciés. Je regardais mon mari. Il acquiesça. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix. Et pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police ni l'assurance? Monsieur Émile soupira. L'assureur a refusé de payer parce que l'entreprise n'avait pas respecté la réglementation en matière de prévention des risques professionnels. Si l'affaire allait en justice, l'usine aurait dû fermer instantanément. Je regardais les lignes du document. Pour la première fois depuis de nombreux jours, je réalisais que la réalité n'était pas noire ou blanche. Il y a des erreurs qui naissent de l'égoïsme, mais il y a aussi des erreurs qui naissent de la panique absolue. Mon mari avait commis des fautes impardonnables envers moi. Cela ne changeait rien. Mais au moins, l'argent n'avait pas été dépensé en luxe ni en maîtresse. Cependant, une question restait sans réponse dans ma tête. Je fermai lentement le dossier et le fixai du regard. Je peux comprendre pourquoi tu as demandé l'argent. Je peux comprendre que tu aies voulu sauver l'entreprise. Mais il y a une chose à laquelle tu ne m'as toujours pas répondu. Il leva légèrement les yeux. Je le regardai droit dans les yeux. Chaque mot résonna lentement et clairement dans le bureau silencieux. La femme qui apparaît sur la vidéo de surveillance falsifiant ma signature. Qui est-elle exactement? Après avoir prononcé cette question, un silence oppressant s'empara de nouveau de la pièce. On n'entendait même pas le froissement du papier ni le bruit d'une chaise. Même Noémie et Monsieur Émile regardèrent mon mari instinctivement, comme s'ils attendaient eux aussi d'entendre enfin l'histoire complète. Lui, de son côté, resta pétrifié, les épaules tombantes et n'osant pas me regarder dans les yeux. Il semblait être quelqu'un qui avait porté un secret si longtemps qu'il ne savait même plus par où commencer à confesser. Je ne le pressais pas. Pendant 7 ans, j'avais trop attendu de lui. Quelques minutes de plus n'allaient rien changer. Finalement, il parla d'une voix rauque. La personne qui a signé pour toi n'était pas mon amante. Je le regardais, impassible. Je ne t'ai jamais demandé si c'était ton amante ou non. Je t'ai seulement demandé qui c'était. Il ferma les yeux. C'était ma cousine. Il fit une pause.
L'organisme financier exigeait que le conjoint copropriétaire soit présent pour signer. Et je ne pouvais pas te contacter. Je lâchai un rire. Tu ne pouvais pas me contacter? Ce jour-là, j'étais à l'hôpital pour m'occuper de mon père. Mon portable était allumé 24 heures sur 24. Si tu avais appelé, j'aurais répondu. Il se mordit la lèvre. Je n'ai pas osé t'appeler. Pourquoi? Parce que je savais que tu n'accepterais pas. J'acquiesçai très lentement. Alors tu as préféré que quelqu'un falsifie la signature de ta femme, n'est-ce pas? Il ne répondit pas. Ce silence fut plus qu'une confession suffisante. Monsieur Émile soupira de nouveau. Rémi, tu as commis une grave erreur. Je t'ai averti que, quelle que soit la gravité de la situation, tu ne devais jamais enfreindre la loi. Mon mari baissa la tête. Je sais. Mais à ce moment-là, l'employé accidenté attendait l'argent. Les partenaires voulaient annuler les contrats et la banque nous avait refusé un autre crédit. J'ai pensé que si je tardais quelques jours de plus, tout irait à la ruine. Je l'observais longtemps. Pour la première fois depuis des semaines, je ne ressentais plus de colère, seulement de la fatigue. Un épuisement qui me pénétrait jusqu'au plus profond de mon âme. Avant, je croyais que celui qui m'avait trahi était simplement un mari négligent. Maintenant, je réalisais que c'était aussi un homme qui avait toujours cru avoir le droit de décider pour les autres, le droit de cacher des choses, de mentir et de sacrifier la confiance de sa propre femme en échange de gagner du temps pour son entreprise. Il ne m'a jamais demandé, ne m'a jamais donné le choix. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était l'hôpital. Dès qu'il décrocha, son visage se décomposa. Oui, docteur, j'arrive tout de suite. Il raccrocha et se tourna vers les autres. Mon père a eu une autre crise. Le médecin dit qu'il doit être opéré en urgence cet après-midi même. Sa mère, Carole, fit irruption du couloir en courant, les yeux gonflés de larmes. Rémi, le médecin dit qu'il faut signer le consentement pour l'opération. Vite. Il se tourna vers moi. Son regard ne traduisait plus la même attitude défensive qu'avant, mais la panique d'un fils acculé. Cécile, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais pourrais-tu nous accompagner à l'hôpital? Je le fixai. Si c'était il y a quelques mois, j'aurais probablement accepté sans réfléchir, mais après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas obliger mon cœur à se comporter comme si rien ne s'était passé, répondis-je doucement. J'irai. Ses yeux s'illuminèrent, mais j'ajoutai aussitôt, mais je n'irai pas pour toi ni pour ta famille. J'irai parce que je ne veux pas le regretter un jour comme je l'ai regretté avec mon propre père. Il acquiesça en silence. Je comprends. 30 minutes plus tard, nous arrivâmes à l'hôpital San Gennaro. Le couloir de cardiologie était bondé de monde, le bruit des brancards, les annonces par mégaphone et la nervosité des familles me serraient le cœur. C'était une scène identique à la nuit où mon père, Raymond, avait été hospitalisé, à une seule différence. Ce jour-là, j'étais complètement seul, tandis qu'aujourd'hui, mon beau-père, Antoine, était entouré de toute sa famille. Le chirurgien sortit. La famille a-t-elle déjà décidé d'autoriser l'intervention? Mon mari, Rémi, acquiesça. Oui, docteur. Elle. Le chirurgien lui remit le dossier. Qui va signer? Mon mari tendit la main, mais s'arrêta brusquement. Il se tourna pour me regarder, puis retira sa main en silence. Il dit d'une voix très basse, aujourd'hui, je signerai moi-même. Je le regardai. Dans ses yeux, pour la première fois, je vis un réel changement. Peut-être, après tout, avait-il enfin compris ce que l'on ressent quand on doit signer seul des papiers qui décident entre la vie et la mort. Il prit le stylo, sa main tremblait énormément. Après avoir signé, il s'effondra sur la chaise, se couvrant le visage de ses mains. Je ne m'approchai pas pour le consoler. Je restai assise à quelques chaises de distance. Au bout d'un moment, ma belle-sœur, Béatrice, s'approcha de moi. Sa voix était beaucoup plus douce que d'habitude. Cécile, depuis la mort de ton père, j'ai envie de te demander pardon. Je souris. Je sais, mais tu n'as pas eu le courage de le faire. Elle baissa la tête. Le jour où nous sommes partis aux Canaries, la vérité est que j'ai essayé de convaincre tout le monde de revenir, mais personne ne m'a écouté. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais peur.
peur que maman se fâche et que mon frère, Rémi, me gronde. J'esquissai un léger sourire. Tu es jeune. C'est normal d'avoir peur. L'important est qu'à l'avenir, tu ne permettes pas que tes peurs blessent d'autres personnes. Elle acquiesça, les yeux prêts à pleurer. À ce moment-là, Noémie arriva également à l'hôpital. Elle apportait un dossier rempli de documents. Elle le tendit à mon mari. Voici tous les papiers. Si je dois vendre mes parts pour payer, je suis prête à le faire. Mon mari fut sidéré. Noémie, tu n'as pas à faire ça. Elle sourit faiblement. Tu m'as aidé quand ma famille a fait faillite. Maintenant c'est mon tour. J'observais la scène en silence. Entre eux, il n'y avait pas de complicité romantique, seulement la loyauté mutuelle de deux personnes qui avaient traversé des moments très difficiles. Un grand malentendu que j'avais en moi se dissipa enfin, mais cela ne signifiait pas que les fissures de mon mariage allaient se guérir toutes seules. Juste au moment où les portes du bloc opératoire se fermaient, mon téléphone vibra. C'était un message de ma banque. Je l'ouvris. Le texte disait à peine une ligne, « Cher client, nous avons reçu la demande d'annulation de l'hypothèque sur l'immeuble. » Je le lus 2 fois et regardai mon mari. Lui aussi venait de recevoir la même notification. Il me regarda d'une voix rauque. « Cécile, je viens de vendre la part qu'il me restait dans l'entreprise. Le prêt a été entièrement remboursé. » Je n'eus à peine le temps de répondre que, au fond du couloir, un homme en costume sombre s'approcha rapidement de nous. Il portait une mallette en cuir et son regard sévère contrastait énormément avec celui des familles des malades. Il s'arrêta devant mon mari et parla d'un ton ferme. « Rémi, je viens de la police nationale, de l'unité des délits économiques. Nous avons besoin que vous nous accompagniez au commissariat pour clarifier les détails concernant la falsification d'une signature sur un contrat hypothécaire. » Le couloir de l'hôpital fut plongé dans un silence épais et je sus que le véritable effondrement de ce mariage ne faisait que commencer. Dès que le policier prononça ces mots, l'ambiance devint suffocante. Les infirmières continuaient de traverser à toute vitesse et les moniteurs de signes vitaux continuaient de biper depuis la salle de réanimation. Mais pour moi, tout ce bruit passa au second plan. Je compris qu'à partir de cette seconde, il ne s'agissait plus d'une crise conjugale ni de secret d'argent. L'affaire avait franchi une ligne qui exigeait de répondre devant la justice. L'homme sortit son insigne. « Je suis l'inspecteur Dubois. Nous avons besoin que vous nous accompagniez volontairement pour clarifier certains faits. » Mon mari se montra beaucoup plus calme que je ne l'attendais. Il acquiesça légèrement. « Je collaborerai avec vous. » Ma belle-mère, Carole, en entendant le mot au commissariat, pâlit instantanément. « Mais que se passe-t-il ? De quel délit l'accuse-t-on ? » L'inspecteur Dubois répondit poliment. « Madame, pour le moment, nous ne sommes qu'en phase d'enquête préliminaire pour recueillir des informations. Vous ne devez pas trop vous alarmer. Néanmoins, la falsification d'une signature sur un document notarié est un délit grave qui doit faire l'objet d'une enquête. » Personne ne parla de nouveau. Juste à ce moment-là, le chirurgien sortit de la salle d'opération. Tous coururent vers lui. « Docteur, comment va mon père ?» Le médecin retira son masque, l'air serein. « L'opération a été un succès. Le patient est hors de danger. » Un soupir de soulagement se fit entendre presque à l'unisson. Ma belle-mère fondit en larmes et ma belle-sœur la serra fort dans ses bras. Mon mari, cependant, baissa seulement la tête, serrant les poings jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Quand la famille se fut calmée, l'inspecteur s'approcha de nouveau. « Rémi, pouvons-nous parler quelques minutes ?» Il acquiesça. « Bien sûr. » Avant de partir avec lui, il se tourna vers moi. Ce regard n'était plus de supplication, mais l'acceptation inconditionnelle de quelqu'un qui admet qu'il y a des erreurs impossibles à cacher. Il revint presque 1 heure plus tard, l'air beaucoup plus épuisé. Je fus la première à m'asseoir à ses côtés. « Cécile. J'ai déjà remis toute la documentation au commissariat, y compris ma confession écrite. » Je le regardai. « Et qu'as-tu déclaré ?» Il sourit amèrement. « La vérité. J'ai admis que c'est moi qui ai falsifié ta signature. » Je restai déconcerté. « Et la femme qui apparaît dans la vidéo ?» Il soupira profondément. « Il n'y a jamais eu de femme. » Je fronçai les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il sortit son portable et montra une vidéo.
C'était l'enregistrement original de l'organisme financier, beaucoup plus net que celui que j'avais vu. Je regardais attentivement. La personne assise à côté de lui portait un chapeau et un masque, mais au moment où elle se pencha pour signer, la manche laissa apparaître son poignet gauche. Elle portait une montre d'homme très volumineuse. Quelques secondes plus tard, en se levant, sa démarche ne correspondait absolument pas à celle d'une femme. Je restai sans voix. Il bloqua l'écran. C'était moi. Je me suis déguisé. Je restai muette. Pendant tout ce temps, j'étais convaincu qu'il y avait une femme mystérieuse derrière toute cette intrigue. Il s'avère que c'était toujours lui. Il baissa le regard. J'ai engagé une personne pour me procurer les vêtements et une perruque. J'ai mis le masque juste pour tromper l'opérateur de la caméra. Je le regardais longtemps. En moi, la rage féroce avait disparu, laissant place à un immense vide. Jusqu'où un homme devait-il être désespéré pour se déguiser en femme afin de falsifier la signature de sa propre épouse? Et en même temps, jusqu'à quel point devait-il mépriser ma confiance pour oser le faire? Je demandai lentement, si je ne l'avais pas découvert aujourd'hui, combien de temps pensais-tu me le cacher? Il ne répondit pas immédiatement. Au bout d'un moment, il murmura, je pensais te le confesser dès que j'aurais remboursé la dette. Je souris avec tristesse. L'être humain est fascinant. Quand il mente, il se convainc toujours que si les choses finissent par bien se passer, tout sera pardonné. Mais ne savent-ils pas que c'est le mensonge lui-même qui détruit la confiance? Il ferma les yeux. Je l'ai réalisé trop tard. À ce moment, Pierre apparut dans le couloir. En me voyant, il s'approcha directement. Comment ça s'est passé? Je lui tendis la copie de la confession. Pierre la lut très vite et soupira légèrement. Au moins, il a décidé de dire la vérité. Mon mari se tourna vers Pierre. Merci, Pierre. Il parut surpris. Tu me remercies, moi? Grâce à toi, Cécile a appris à se protéger. Avant, je te haïssais, mais maintenant je réalise que c'est moi qui mérite d'être haï. Pierre ne répondit pas, il me regarda simplement. Qu'est-ce que tu vas décider, Cécile? Je gardai le silence. C'était la même question que je me posais toutes les dernières nuits. Au début, je ne pensais qu'au divorce. Je voulais tout couper à la racine. Mais à mesure que la vérité se révélait couche par couche, je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus complexes. Il ne m'a pas été infidèle. Il n'a pas parié l'argent au casino, il n'a pas dépensé le prêt en luxe, il a seulement commis une erreur colossale par la prétention de croire qu'il pouvait porter seul tous les problèmes du monde. L'erreur ne pouvait pas être effacée, mais son origine n'était pas une trahison sentimentale. Je restai assise longtemps et finalement, je me levai lentement. Je veux aller voir ton père. Personne ne m'arrêta. En entrant dans la chambre, mon beau-père, Antoine, était toujours sous les effets de l'anesthésie, pâle et entouré de voix intraveineuses. Soudain, je me suis souvenu de mon père, Raymond. Le jour où il était alité, je lui avais pris la main exactement comme ça, à la seule différence qu'à l'époque, personne n'était à mes côtés pour me soutenir. Je pris une chaise et m'assis en face de l'homme qui dormait dans le lit. Il ne m'avait jamais traité terriblement mal, mais il ne m'avait jamais aimé comme une fille non plus. Probablement pour lui, j'étais juste la femme qui avait épousé son fils, rien de plus. Au bout d'une demi-heure, il se réveilla. En me voyant assise là, ses yeux montrèrent un éclair fugace de surprise. « Cécile. Tu es venue? » « Oui. » Il resta silencieux un instant et parla d'une voix très faible. « Pardonne-moi, ma fille. » Je fus un peu troublé. Il ferma lentement les yeux. « Le jour où ton père est mort, je le savais, mais je ne leur ai pas exigé de revenir. Pendant toutes ces années, j'ai toujours pensé que l'homme devait s'occuper des affaires importantes et que ce n'était pas grave si la femme devait faire quelques sacrifices. Aujourd'hui, me voyant moi-même dans un lit d'hôpital, je me suis rendu compte que ce dont un malade a le plus besoin, ce n'est pas d'argent, mais de sa famille. » Une larme coula lentement sur son visage. Je fus bouleversé. C'étaient les excuses les plus sincères que j'avais jamais reçues de la famille de mon mari. Il ne me les demandait pas pour que je reste, ni pour que je les aide à payer. Il admettait simplement qu'il s'était trompé. Je sortis un mouchoir en papier et lui essuyai les larmes des yeux, disant à voix très basse, « J'accepte vos excuses, Antoine, mais toutes les blessures ne peuvent pas guérir. » Il acquiesça légèrement.
Je comprends. Quand je sortis de la chambre, mon mari, Rémi, attendait toujours dans le couloir. Il me regarda. Cécile. Indépendamment de ce que tu décideras à partir d'aujourd'hui, je l'accepterai sans protester. Je regardais l'homme avec qui j'avais partagé 7 ans de ma jeunesse. Dans mon cœur, il ne restait plus cette rancœur impitoyable, mais il ne restait pas non plus assez d'amour pour tout risquer de nouveau pour lui. Il y a des relations qui ne se terminent pas parce que l'amour s'est épuisé, mais parce que la confiance s'est érodée trop longtemps. À ce moment, mon portable vibra. C'était du cabinet d'avocat. Je décrochai et à l'autre bout, la voix de Pierre retentit. « Cécile, on m'a prévenu. Le tribunal de première instance vient de notifier l'admission de ta demande de divorce. » Je fermai les yeux lentement. Finalement, le jour qu'aucun de nous ne voulait affronter était arrivé. Le jour où j'ai reçu la notification du tribunal concernant la procédure de divorce, le ciel de Madrid était couvert d'un épais gris plombé, annonçant une tempête imminente. Je suis resté longtemps debout devant la fenêtre du cabinet d'avocat, tenant un épais dossier rangé chronologiquement, le certificat de mariage, le livret de famille, les titres de propriété de l'appartement, les justificatifs bancaires des 50 000 € que mon père nous avait donnés à l'époque. Et même les documents de l'hypothèque et la confession policière de mon mari. Tout était parfaitement rangé dans un dossier bleu foncé. À première vue, cela ressemblait à un tas de papiers sans vie, mais pour moi, cela représentait 7 ans de jeunesse, de sacrifices, de larmes et de leçons que je n'oublierai sûrement jamais. Pierre, assis de l'autre côté de la table, ferma doucement un autre dossier et me regarda calmement. « Cécile, je veux te poser une dernière question. Si aujourd'hui il acceptait toutes tes exigences, acceptait un partage équitable des biens, t'accordait un pouvoir absolu dans la prise de décision et assumait toutes les conséquences pénales de la falsification de la signature, changerais-tu d'avis ?» Je restai silencieuse un long moment. C'était la question qui m'avait tourmenté nuit après nuit. Avant, je croyais que ma réponse serait un non catégorique et immédiat, mais à mesure que les pièces de la vérité s'assemblaient, je réalisais que le plus difficile n'était pas de prendre la décision, mais d'affronter ma propre mémoire. Je secouai doucement la tête. Non. Pierre ne broncha pas. Pourquoi? Je regardais la cour extérieure, maintenant parsemée de gouttes de pluie. Parce que je ne divorce pas à cause du prêt hypothécaire ni de la signature falsifiée. Je divorce parce que je me suis rendu compte qu'en 7 ans, il ne m'a jamais considéré comme sa partenaire de vie. J'ai toujours été la dernière à être au courant des projets, la dernière à connaître la vérité et celle qui avait le dernier mot sur les travaux de tout. Pierre acquiesça en silence. Tu es vraiment très clair. Je souris. Cette fois, mes décisions ne sont plus le fruit d'une impulsion. Plus je suis sereine, plus je vois clairement qu'il n'y a pas de retour en arrière. 3 jours plus tard, la première audience de conciliation officielle eut lieu au tribunal. La salle n'était pas très grande, juste une longue table, plusieurs dossiers empilés et une atmosphère si lourde que même le frottement des stylos sur le papier résonnait comme un écho. J'arrivai 10 minutes avant, peu après, il entra. Il portait cette chemise gris-bleu que je lui avais offerte pour notre 5e anniversaire. Ce jour-là, il avait promis de la garder toujours parce que je l'avais choisie moi-même. Je n'aurais jamais imaginé que la dernière fois que je le verrais avec cette chemise serait précisément dans la salle où notre mariage prendrait fin. Il s'assit en face. Nos regards se croisèrent une seconde et il détourna immédiatement les yeux. Il n'y avait plus de colère ni de reproche, seulement l'épuisement infini de 2 personnes qui avaient atteint la fin du chemin. Le médiateur commença à parler d'un ton apaisant. Vous êtes encore très jeune et vous avez un enfant en commun. J'aimerais vous demander d'y réfléchir une fois de plus pour voir s'il est possible de reprendre la relation maritale. Mon mari me regarda directement, restant silencieux assez longtemps avant de répondre, dans le passé. J'ai toujours cru qu'en rapportant de l'argent à la maison, la famille serait heureuse. Je n'ai jamais compris que ce dont ma femme avait le plus besoin, c'était de ma simple présence. Je l'ai compris trop tard. Un silence absolu se fit dans la salle. Il continua, je ne lui demande pas de me pardonner. Je ne lui demande pas non plus de retirer sa plainte. Je veux juste lui dire que je lui dois de vraies excuses. Puis il se tourna vers moi. Cécile. Pardonne-moi. Et non parce que j'ai peur du divorce ou de perdre la maison, mais parce que je t'ai laissé seul le jour le plus douloureux de ta vie. C'est une erreur qui me poursuivra jusqu'à la tombe. Pour la première fois, depuis le jour où mon père est décédé,
j'ai senti que ces mots ne cherchaient pas à apaiser la tension. C'était une confession sincère. Mais comme un verre de cristal qui se brise contre le sol, même si l'on prend grand soin de recoller les morceaux, les fissures resteront visibles. Je répondis doucement, je te remercie d'avoir enfin été capable de le dire. Mais nous ne pouvons pas revenir à ce qui était avant. Il acquiesça lentement. Je sais. Après près d'1 heure de négociation, nous sommes parvenus à un accord sur les points clés. L'appartement serait vendu au prix du marché. Après avoir liquidé les charges, l'argent restant serait divisé proportionnellement aux apports dûment documentés. La garde de notre fils me serait accordée, étant donné que c'était toujours moi qui m'occupais de lui. Mon mari s'engageait à payer ponctuellement la pension alimentaire et aurait droit à un régime de visite ouvert et consensuel. Quant à l'hypothèque, il assumerait toute la responsabilité découlant de la falsification documentaire, garantissant légalement qu'aucune charge ou conséquence n'affecterait mon patrimoine personnel. Une fois la convention de divorce signée, alors que je pensais que tout était terminé, la porte de la salle s'ouvrit de nouveau. Ma belle-mère, Carole, entra lentement. Elle était beaucoup plus mince que la dernière fois que je l'avais vue. Elle avait plus de cheveux gris et son expression autoritaire s'était complètement effacée. Elle me regarda et demanda timidement, « Cécile, puis-je te parler un instant ?» J'acquiesçai. Elle resta debout, hésitant longuement avant de prononcer un mot. Quand elle parla enfin, sa voix se brisa. J'ai vécu plus de 60 ans en croyant que j'avais toujours raison. Je pensais que la belle-fille devait faire les sacrifices pour la famille et qu'il était normal que les femmes baissent la tête. Ce n'est que lorsque son père, Antoine, est entré à l'hôpital que j'ai compris l'angoisse d'attendre quelqu'un de cher et que personne n'arrive. Elle baissa le regard. Je te demande pardon, ma fille. Si à l'époque j'avais ordonné à tout le monde de prendre le premier vol de retour, les choses n'auraient pas fini comme ça aujourd'hui. Je regardais la femme qui m'avait fait avaler tant de ressentiments pendant des années. Les blessures faisaient encore mal, mais la rancœur s'était évanouie. Je me levai, m'approchai d'elle et l'aidai à s'asseoir. Je ne vous en veux plus, belle-mère. Elle leva les yeux, étonnée. Vraiment? J'acquiesçai. Je décide de pardonner. Non pour vous, mais parce que je ne veux pas porter la haine le reste de ma vie. Si je garde ce poison dans mon cœur, la seule qui souffrira, ce sera moi. Les larmes roulèrent sur son visage ridé et elle me serra la main. Merci, ma fille. Ce fut la première fois en 7 ans de belle-fille que je sentis ses mains serrer les miennes, non pour me donner des tâches ou me reprocher quoi que ce soit, mais pour me transmettre un repentir pur et sincère. Ce même après-midi, je suis retourné à notre appartement pour emballer mes dernières affaires. L'armoire encastrée était toujours là, la table de la salle à manger à sa place et le tableau avec la photo de notre mariage était toujours accroché au mur. Je le décrochai. L'image montrait 2 jeunes gens qui, à l'époque, croyaient que l'amour suffisait pour surmonter toutes les tempêtes. Je le regardai pendant plusieurs secondes et le mis dans une boîte en carton. Je ne l'ai ni déchiré ni jeté à la poubelle, car même si la fin avait été amère, cela restait une partie importante de ma jeunesse. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, mon fils entra en courant et m'embrassa les genoux. « Maman, dis-moi, mon chéri. Papa dit qu'à partir de maintenant, je vais rester avec toi. C'est vrai? » J'acquiesçai en souriant doucement. L'enfant me regarda de ses immenses yeux clairs. « Mais il sera toujours mon papa, n'est-ce pas? » Cette question me serra l'âme. Je m'agenouillai et le serrai de toutes mes forces. « Mon chéri, même si papa et maman ne vivons plus dans la même maison, il sera toujours ton papa pour toujours. Cela ne changera jamais. » Le petit acquiesça et se cramponna à moi. En levant la tête, je croise le regard de mon ex-mari. Il était debout sur le seuil de la porte, nous observant tous les deux en silence et les yeux rouges. Nous ne nous sommes rien dit de plus, mais nous étions tous deux parfaitement conscients que la future décision de justice ne dirait plus qui avait gagné et qui avait perdu, mais qu'elle mettrait simplement un terme à un mariage qui avait perdu son fondement le plus vital, la confiance mutuelle. Et à partir de maintenant, chacun entreprendrait un nouveau voyage, ayant appris des leçons qu'il ne devrait plus jamais oublier. Le jour où le divorce fut définitivement ratifié, j'ai enfilé cette simple robe claire que mon père m'avait offerte pour mon dernier anniversaire avec lui. Devant le miroir, en me coiffant les cheveux, beaucoup plus longs que ces jours où je m'asseyais pour pleurer aux portes de l'hôpital, je me suis rendu compte à quel point la notion de temps est étrange. Le temps n'efface pas les souvenirs douloureux,
mais il est capable de transformer les plaies ouvertes qui semblaient intouchables en cicatrices silencieuses qui reposent simplement sur l'âme. Des cicatrices qui nous rappellent qu'un jour nous avons été blessés, qu'un jour nous sommes tombés, mais que nous avons été assez forts pour nous relever. J'entrai dans la salle d'audience avec une tranquillité supérieure à tout ce que j'avais imaginé. Pas de traces de colère, pas la moindre compétition, seulement le désir de clore ce chapitre par le dernier acte de courtoisie que méritait celui qui fut autrefois l'homme de ma vie. Il était déjà arrivé. Le costume gris lui faisait paraître beaucoup plus mince. Des cheveux gris apparaissaient déjà sur ses tempes, bien qu'il n'ait guère plus de 30 ans. En me voyant entrer, il hocha légèrement la tête. Je lui rendis son salut de la même manière. Il n'y avait pas la froide distance de deux parfaits inconnus, mais pas non plus la chaude proximité d'un couple marié. Le processus se déroula comme le dicte la loi. Le magistrat corrobora les données personnelles, passa en revue la convention de liquidation des biens communs, les accords de garde et les pensions alimentaires. Comme nous avions déjà convenu de tous les détails à l'avance, il n'y eut aucune dispute. Le seul instant où la salle se tut fut lorsque le juge, nous fixant du regard, nous posa la question protocolaire, les époux désirent-ils se réconcilier? Cette phrase fit passer mes 7 ans de mariage devant mes yeux comme les photogrammes d'un film au ralenti, depuis le premier jour. Allant main dans la main signer les papiers avec sa promesse qu'il ne me ferait jamais pleurer, jusqu'à ces années à économiser sou par sou pour payer notre modeste appartement, en passant par les repas à base d'œufs et de pommes de terre parce que l'hypothèque nous étranglait. Mais où les sourires ne manquaient pas. La naissance de notre fils et l'image de mon père, nous donnant tout son patrimoine, 50 000 €, avec la seule demande que nous soyons heureux et que nous ne lui rendions pas un seul centime. Toute cette beauté fut réelle, de la même manière que la souffrance qui vint après le fut aussi. Je me levai lentement. Non, monsieur le juge, je ne souhaite pas la réconciliation. Le juge regarda mon mari. Et vous? Il se leva lentement. Sa voix était rauque et dure. J'aime toujours ma femme, monsieur le juge, mais j'accepte le divorce. C'est moi qui ai détruit sa confiance. M'entêter à la retenir maintenant serait un acte purement égoïste. Je fermai les yeux lentement. Probablement, en 7 ans, ce fut la première fois qu'il fit passer mes sentiments avant les siens. Après avoir examiné les actes, le tribunal prononça le jugement de divorce par consentement mutuel, m'accordant la garde légale et établissant le régime de pension alimentaire et de visite correspondant en faveur de mon ex-mari. En même temps, les obligations pécuniaires concernant l'hypothèque falsifiée furent jugées en ma faveur, comme nous l'avions précédemment convenu, me dégageant de toute dette. Quand le coup de marteau mit fin à la session, je ne pleurai pas. Il ne pleura pas non plus. Je sentis comme si une immense et lourde porte blindée s'était fermée derrière moi. En sortant du palais de justice, il commença à pleuvoir des cordes. Les premières tempêtes d'automne tombaient soudainement. Je restai sous le porche, attendant que l'averse passe, quand soudain je vis un parapluie s'ouvrir au-dessus de ma tête. Je me retournai. C'était lui. Il sourit doucement. Je vous accompagne jusqu'à la voiture. Je ne refusai pas. Non par mélancolie, mais parce que nous avions toujours un enfant en commun que nous devions élever dans un climat de respect et d'éducation entre les deux parents. L'enfant me serra la main tandis que de l'autre, il tenait la main de son père. Il m'offrit l'un de ses sourires radieux. « Papa, ce week-end tu m'emmènes jouer au foot, d'accord ?» Il acquiesça. « Bien sûr, mon fils, je te le promets. » Le petit me regarda. « Tu viens aussi, maman ?» Je lui ébouriffai les cheveux avec tendresse. « Ce jour-là, maman a des courses. Va t'amuser avec papa. » D'accord, d'accord. Je les regardais s'éloigner tous les deux et je ne pus m'empêcher de sourire. C'est sûrement la meilleure solution possible pour lui, ne pas grandir dans une maison dominée par les disputes, mais avoir un père et une mère qui, bien que vivant sous des toits différents, l'aiment de tout leur cœur et de toute leur responsabilité. 3 mois plus tard, ma nouvelle vie avait enfin trouvé son propre équilibre. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, mais beaucoup plus confortable. L'enfant s'est habitué sans problème à passer les week-ends avec son père. Et à ma surprise, mon ex-mari ne s'est jamais montré en retard d'1 minute pour le récupérer. Il n'a jamais oublié de verser la pension et n'a à aucun moment tenté de s'immiscer dans mes routines quotidiennes. Il se concentrait uniquement sur son travail. J'ai appris qu'après avoir vendu ses participations pour rembourser des dettes, il avait accepté de rester employé de base dans l'entreprise pour aider Monsieur Émile et Noémie à redresser l'affaire.
Simultanément, il a collaboré en tout avec l'enquête sur la falsification documentaire de l'hypothèque, acceptant les indemnisations et sanctions pertinentes. Il m'avait dit qu'il y a des erreurs impossibles à effacer, mais qu'il reste toujours l'option de savoir comment y faire face. Un après-midi de fin d'automne, j'ai apporté un bouquet de marguerites blanches au cimetière de l'Almudna pour rendre visite à mon père. Je me suis assise devant sa pierre tombale. Une douce brise agitait les pins proches. Régnait une merveilleuse quiétude. J'ai déposé les fleurs dans le vase et lui ai souri. « Papa, je suis venu te voir. Je vais beaucoup mieux. Je ne pleure plus la nuit et je n'en veux plus à personne. J'ai enfin compris que pardonner n'est pas synonyme d'oublier. Mais que c'est la clé qui me permet d'avancer. » J'ai caressé du bout des doigts la photographie encastrée dans la pierre tombale. « Si tu étais encore en vie, tu me gronderais d'avoir tant pleuré. Mais ne t'inquiète pas, papa. Je vais avoir une vie très heureuse. » À ce moment, des pas connus se firent entendre derrière moi. Je me retournai. C'était lui. Il était arrêté à quelques mètres, lui aussi avec un bouquet de marguerites à la main. Il ne savait sûrement pas que je viendrais aujourd'hui, de la même manière que j'ignorais qu'il serait là. Il inclina légèrement la tête devant la tombe. Je suis venu lui demander pardon, Raymond. Je sais que ces excuses arrivent terriblement tard, mais j'avais besoin de lui dire en face que je n'ai pas été à la hauteur quand sa fille avait le plus besoin de moi. Je porterai cette culpabilité jusqu'à la tombe. Aussitôt, il déposa son bouquet par terre et fit demi-tour pour partir. Il ne me regarda pas. Il n'essaya pas d'engager la conversation, ni de supplier pour une seconde chance. Il se contenta d'exprimer son plus profond repentir devant celui qui ne pourrait plus jamais l'entendre. Je le vis disparaître au loin sur le chemin bordé d'arbres et j'exhalai alors un très long soupir libérateur. Il y a des personnes destinées à croiser ton chemin jusqu'à la fin de la vie. Et il y a d'autres personnes avec qui tu ne partages qu'un court chemin, uniquement pour apprendre des leçons qu'aucune université ne t'enseignera jamais. Pendant des années, j'ai été convaincu que le secret du bonheur consistait à défendre mon mariage bec et ongle, coûte que coûte. Au final, ce que j'ai véritablement appris, c'est que le vrai bonheur réside dans le fait de s'estimer soi-même, d'apprécier infiniment ceux qui restent à tes côtés dans l'adversité et d'être suffisamment courageux pour faire un pas de côté et se retirer lorsque la confiance est insuffisante pour maintenir la relation en vie. Je regardais le ciel gris à ses côtés, où les derniers rayons de soleil parvenaient à filtrer timidement entre les nuages, conférant la même douce tiédeur que le regard de mon père. Je pris la main de mon fils et ensemble nous fîmes un pas vers l'avenir. À cet horizon, d'autres obstacles formidables nous attendent sûrement, une multitude de joies et tout un répertoire de nouvelles possibilités. Et le passé, qu'il ait été beau ou tragique, s'intégrera à mon bagage de souvenirs, me rappelant chaque jour qu'un jour j'ai été vulnérable, un jour j'ai été brisé et qu'un jour j'ai rassemblé le courage nécessaire pour recommencer. J'ai accompagné les lecteurs jusqu'aux derniers instants de cette histoire. Et arrivé à ce point où toutes les intrigues convergent vers leur dénouement et où chaque individu a choisi le chemin à emprunter, ce qui doit rester imprimé dans la mémoire n'est peut-être pas un verdict judiciaire ni un certificat de divorce. Ni même l'éternel débat pour savoir qui a agi justement entre deux personnes qui se sont autrefois tant aimées. Ce qui doit rester, ce sont les silences forcés, ceux qui nous obligent à poser la grande question. Si un jour nous nous trouvons confrontés à un dilemme similaire, modifierons-nous notre façon d'agir ou nous plongerons-nous irrémédiablement dans les mêmes échecs routiniers que subit une grande partie de l'humanité ? Certains diront que l'essence de ce récit n'est qu'une autre famille brisée. Cependant, ce serait une lecture trop superficielle et elle omettrait le message le plus transcendantal qui se dégage de la narration, car il est vrai qu'aucun foyer ne se détruit le jour même où les papiers du divorce sont signés. Les fissures se sont creusées bien avant, depuis ces moments où l'on commence à juger que les petits détails affectueux ne sont plus indispensables. Depuis ces dîners engloutis à la hâte où l'on ne prête pas attention, en passant par les téléphones raccrochés brusquement sous prétexte de « on se parle plus tard » ou les promesses répétées repoussées à un autre week-end. Une litanie de reports qui culmine dans un douloureux absurde. Quand on décide de réparer le mal et d'offrir des réparations, celui qui attend à épuiser ses réserves de stoïcisme et celui qui devait être le destinataire de l'affection n'a appris qu'à se réfugier dans l'imperturbabilité. Ce qui terrifie véritablement dans le parcours humain, ce n'est pas la précarité économique, ni même l'incertitude de la faillite. Les finances peuvent être rétablies et les entreprises restructurées. Il est même possible d'utiliser l'échec comme un tremplin vers le progrès individuel. La vraie tragédie réside dans ces petites choses imperceptibles, si usuelles qu'au moment où elles disparaissent,
il devient utopique de les restituer. Des éléments comme s'asseoir à table avec ses parents, tenir la main d'un être cher qui déborde d'affection, prononcer ce « je rentre à la maison » catégorique quand nos aînés n'ont pas encore les cheveux entièrement blancs. En somme, se montrer à la hauteur lorsque son partenaire est plongé dans les abîmes de l'impuissance totale. Une citation très populaire dit que l'être humain explore le monde entier à la poursuite du bonheur et souffre souvent d'une amnésie sélective face au fait que ce même bonheur réside sur les tabourets de son propre domicile. Nous dépensons de l'énergie à courir après des succès grandiloquents et des médailles professionnelles, théorisant qu'un solde bancaire astronomique donnera un sens définitif au patrimoine émotionnel. Quand nous nous sortons de notre égocentrisme, nous constatons, stupéfaits, que notre famille n'exigeait pas tant de richesse. Seulement un plat fumant entouré des nôtres, l'appel routinier en période de froid, la confidence opportune et la sentence claire et nette, compte sur moi, je suis là. Et encore mieux si cela se résume à un « je suis rentré à la maison ». La révérence envers nos ancêtres et l'affection dévouée que l'on se porte dans les foyers ne se mesurera jamais en bouquets de fleurs hyperboliques ni en festins pompeux à Noël ou au roi mage. Mais dans les heures non travaillées que nous gaspillons à les choyer quand leur corps jouissent encore d'autonomie. J'implore que nous ne reportions pas ce geste jusqu'à verser des larmes devant une image funéraire, regrettant ce qui n'a pas été confessé. Ne prolongeons jamais les démarches jusqu'à posséder une nécrologie qui nous informe que cet appel téléphonique évité fut la dernière ligne directe à laquelle nous avons eu accès. Car l'hypothèse que les nôtres resteront inébranlables, pétrifiés comme toile de fond pour que nos égoïsmes professionnels prennent vie, implique une fausseté impardonnable. La vie expire inexorablement pour tous les êtres vivants. Nous sommes seulement enclins à la distraction lorsque les nôtres sont vivants et heureux devant notre champ de vision. Dans la chronique que nous avons parcourue, le père décédé n'a pas pris possession des revenus, ni n'est parti dans un cercueil doublé de lingots ou accompagné de la propriété madrilène. Son héritage palpable et perpétuel a consisté en cette dévotion incontestable et inconditionnelle dispensée à sa descendante féminine. Une telle conduite correspond à la démarche sous-jacente et clandestine que tant de tuteurs appliquent dans leur quotidien. Ils se restreignent à des repas bon marché avec la prémisse de garantir des études prestigieuses. Ils succombent à des veilles interminables, soulageant les frissons fiévreux des enfants et n'hésitent pas à offrir leur fraîcheur physique et leur printemps florissant à l'avenir radieux de la génération suivante. Leur contrepartie attendue est dérisoire, une brève conversation hebdomadaire et l'intérêt de s'assurer de leur bonne santé. Et si ce cas précis invite à démêler les rouages conjugaux, la morale suprême ne se situe pas dans le fait de déterminer quel conjoint a généré les meilleurs rendements économiques, ni qui a signé le plus de sacrifices pour l'équipe. Elle se concentre sur l'évaluation de savoir si ces deux entités biologiques se soutiennent toujours l'une l'autre comme alliées sur le chemin. Car un environnement familial ne survit pas si la suprématie repose éternellement sur le mandat d'une partie et que le subordonné est relégué au poste d'informateur passif et de conclusion de la procédure. S'impliquer romantiquement n'équivaut pas non plus au martyr au nom du bien-être. Porteur les écueils en omettant de donner des explications et en se croyant un protecteur messianique et fallacieux. Ce camouflage ne blinde pas la structure conjugale. Il engendre funestement la faille la plus profonde entre les deux cœurs. D'innombrables personnes se persuadent fortement que tromper, en s'appuyant sur des motivations louables, sera digne d'une pleine indulgence. Mais on oublie que les loyautés imitent de très belles cristalleries. Après la moindre fissure, peu importera le soin mis à recomposer les feuilles et à coller les bords. L'arc de lumière n'atteindra jamais des réfractions immaculées par la suite. Par conséquent, il est plus triste de devoir recomposer ce qui a été brisé que de faire preuve d'honnêteté. Une attitude honnête et transparente l'emporte de loin sur les falsifications voilées de miséricorde. Partager les afflictions entraîne le malheur, mais en cas de collision, le soutien physique mutuel est garanti. En s'érigeant en arbitre unique sans aucun débat, le partenaire supprimé ne subit pas seulement une privation du suffrage domestique, mais toute trace de dignité et de respect équitable s'évanouit pour lui. Malgré cela, la scène la plus somptueuse du dernier passage de notre fable ne gravite pas autour du schisme bureaucratique et affectif, mais fait allusion à la maestria dont on fait preuve en assumant les factures impayées résultant des faits passés et en rendant des comptes justes sur le plan moral ou judiciaire. Il y eut des individus qui implorèrent l'acquittement et celui qui consentit à accorder sa magnanimité. Certains acceptèrent leur sentence imposée et il y eut, pour finir, celui qui s'introduisit indomptable inaugurant des chemins dénués du poids de l'opprobre. Et c'est dans cette scène que réside le squelette définitif de la maturation adulte. Grandir ne nécessite pas d'exhiber des parcours stériles sans faux pas. Grandir impose d'accepter avec stoïcisme le fer forgé, de refuser l'échappatoire lâche,
de rejeter les boucs émissaires liés aux caprices du destin et de décliner péremptoirement la pratique sale qui exhorte un citoyen adjacent à amortir les responsabilités dont on fut le véritable coupable. Il est vraisemblable qu'après avoir assimilé les derniers échos de ce récit, des personnes surgiront suppliant de composer soudainement les fréquences mobiles à la recherche du ton paternel. Que certains se disposent à anticiper l'horloge du travail par le pur désir de partager un dîner tiède avec la parentèle et qu'un mari, une femme, désire accorder un désolé retentissant face à ses distractions et infamie proférée envers son ancrage conjugal. Si une telle chimère parvenait à se matérialiser, ce conte aurait confirmé sa vocation la plus primordiale et suprême. Notre calendrier biologique souffre d'une fugacité plus grande que celle que nous projetons habituellement. Une bière partagée pendant le loisir garantit des délais prorogeables, mais le pouls de l'homme manque de sauf-conduits infinis. Les indulgences eximantes et les excuses sont susceptibles d'être annoncées le jour suivant, mais celui qui attendait patiemment le verdict d'excuse, malheureusement, ne possédait pas de garantie logique pour incarner les aurores d'un jour différent. Face à ce dilemme irréversible, lorsque le destin permet de professer l'amour, professons-le en recourant à notre présence corporelle retentissante et tenace. Lorsque la conjoncture permet de rendre hommage et un respect filial, accourons promptement avec la manœuvre factuelle et dans les poses où l'on peut entrelacer les doigts et la peau. Évitons que nos immenses égos, nos ridicules excuses pressantes ou notre pragmatisme mercantile et hypocrite n'exilent les personnages cardinaux de notre périple, loin de l'orbite vitale et indispensable. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toute personne qui a investi son temps précieux à analyser amplement les nuances exhaustives de cette dissertation, qui a célébré avec joie, s'est figé avec douleur et a mûri dialectiquement de manière conjointe au casting fictif proposé. Complétant ainsi une aventure abondamment arrosée de larmes mais dotée d'un humanisme superbe. J'espère vivement qu'une fois les représentations théâtrales terminées, nous en extrairons les incitations exactes et déterminantes pour réduire progressivement nos impulsions, en participant à une indulgence empathique qui redécouvre le coût inestimable de ce chemin parsemé. L'insubstituable table familiale et les paroles affectueuses prononcées opportunément pendant nos âges d'or. Après tout, la plus-value authentique et définitive dans l'âme et la constitution de tout citoyen terrestre ne réside pas dans les possessions terrestres qu'il a thésaurisées de manière tyrannique dans ses coffres. La mesure absolue et non négociable s'ancre dans le pur registre des affections générées, dans les bontés affables offertes à la vaste communauté contemporaine et la mémoire chaleureuse et inoubliable semée avec soin dans les graines cérébrales de ceux qui continuent de se tenir debout et d'avancer. Je désire impérativement et je prie instamment pour ce public infini la fortune et la tempérance dans la tâche prioritaire. Blindez et apaisez votre environnement familial d'origine, en vous servant du carburant loyal, affable et pur de l'honnêteté. Blindez l'existence vieillissante paternelle ou maternelle, en faisant un plaidoyer irréprochable à la piété et au respect révérentiel. Blindez le confident de vie en faisant appel à votre perspicacité condescendante insolite et par-dessus toute vicissitude, érigez des forteresses de fer et bienveillantes sur le compas exact et intrinsèque de votre poitrine gauche. Brandissant sans réserve et ouvertement la compassion magnifique et miséricordieuse, afin que, sans préjudice des revers orageux que la roue astrale s'acharne à déverser à profusion sur l'échiquier existentiel, en reculant fugacement le regard pour la dernière fois vers le crépuscule, nous puissions dessiner sur les lèvres une fine moue de joie indissimulable, sachant intrinsèquement et nous vantant avec une pure allégresse que nous fûmes acteurs d'un voyage vital, certes productif et couronné de succès, mais fondamentalement arrosé et enivré d'amour fraternel et de décence irréductible envers les castes, et pleinement désengagé des culpabilités avec tous ces anges aimés qui nous ont dispensé une affection indubitable.